Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans... Salut Joya. Bienvenue dans ce Facebook Live de Les Arts Urbains. On est super content de vous recevoir tous. Donc, ce soir, on va parler de slam. On va parler d'écriture, on va parler de livres. Ce qui réunit un petit peu tous les personnages qui sont là. Bonjour. C'est que vous êtes tous passés par la scène slam, il me semble, hein, à peu près tous, oui, c'est ça. Et que je ne dirais pas que vous en êtes sortis, mais que vous avez en commun une actualité littéraire, puisqu'en plus de ce que vous faites sur slam ou sur scène, ou ce que vous faisiez, parce qu'en ce moment, c'est un peu, comme on disait à l'instant, les scènes sont un petit peu fermées, donc on se réinvente. Eh bien, vous avez tous en commun d'avoir sorti dans les 3-4 derniers mois, je pense, à peu près, un livre. Donc déjà, félicitations à tout le monde d'avoir sorti le bébé. Pour certains, c'était le premier. Pour d'autres, il y a plusieurs enfants déjà qui sont arrivés, n'est-ce pas, Lisette? Toi, tu en es au 5e bouquin publié. Et donc, on voulait célébrer ça avec vous, voilà, par une soirée où on entend parler de vos livres, où vous parlez chacun les uns des autres, des livres des autres, pour d'une part nous donner envie de vous lire, hein, ça c'est une chose, et puis aussi pour peut-être pour d'autres d'écrire aussi, de passer le pas entre le fait de dire ces textes sur scène et puis le fait de sortir voilà, le petit bébé que vous avez là et qui sont très précieux pour vous et pour nous aussi. Donc nous, on a tout lu évidemment et on voulait partager ça avec vous. Avant qu'on se rencontre tous, je voulais présenter Mélissa. Salut Mélissa. Salut, salut Rosa, Voilà salut Mélissa, salut. Mélissa, c'est le nouveau visage de la com de Les Arts Urbains, donc bienvenue dans l'équipe. Merci. Puis vous allez la voir et la revoir, ce n'est que le début. Et il faut savoir que Mélissa, toi, tu viens du rap, parce que tu es rappeuse en plus. Donc, du coup, tu connaissais moins bien l'univers du slam. Complètement, ouais. C'est une découverte. Ce Voilà, qui est censé être du slam n'en est pas en fait, donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. J'ai voilà, connaissais les classiques comme Grand Corps Malade et tout ça, puis j'ai appris que c'était du spoken word, mais le slam vraiment pur comme nos invités l'entendent, c'était une découverte en fait, une très belle découverte. Voilà, et tu me disais un peu en aparté que par rapport à l'image que tu pouvais avoir, toi, venant du rap, en lisant les livres, donc qui ne sont pas des livres de slam, parce que le slam, ça se fait sur scène, mais c'est quand même des livres qui contiennent quand même une oralité, hein. Je veux dire, on entend un flow, Complètement, ouais. un rythme. Toi, tu avais été, comment dire, un peu étonnée du Ouais, côté en rebelle. fait, ça a été une belle claque parce que j'avais, pardonnez-moi, hein, mais j'avais cette image d'islam un peu sage, un peu calme, un peu bien gentil. Et en fait, j'ai été vraiment très, très surprise, agréablement surprise de voir la contestation qu'il y avait derrière, l'engagement qu'il y avait derrière, l'authenticité, le fait de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pensait. Et donc, moi, ce que je t'avais dit en aparté, c'était en vérité, ils sont plus hip-hop que beaucoup de rappeurs qu'on entend de nos jours, tu vois. Donc, ouais, c'était une très, très belle découverte. C'est un plaisir de lire vos livres, vraiment. Chouette. On va peut-être vous présenter. Il y a peut-être un certain nombre de gens qui ne vous connaissent pas tous. Mélissa, toi, tu peux peut-être faire le tour Yep. des invités. Alors, on a des grands artistes avec nous ce soir. On a Lisette Lambé qui vient nous présenter son livre Brûler, brûler, brûler. On a Joy qui a écrit son livre Ensauvagement, le petit livre de la colère. On a Jérémy Tolomé pour La Fabrique à cercueil. Zouz pour un livre qui se fait attendre, qui va arriver, qui n'est pas encore là, mais qui normalement s'appellera Sale Meuf. Et on a Marie Dara qui a sorti Depuis que tu n'as pas tiré. Ok. Les 5 artistes qu'on a avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là, ça fait super plaisir en tout cas. Ok. On s'était dit, donc avant qu'on rentre dans chacun de vos bouquins, on s'était dit d'un petit jeu comme ça, c'était que vous nous donniez un petit amuse-bouche, quoi. Donc, je crois que vous avez préparé chacun une phrase, une punchline, que sais-je, un extrait. Voilà, ça va aller vite, mais qu'on entende un peu
un petit peu vos mots, quoi, avant de rentrer dans plus. Alors, on commencerait par Joya. C'est parti. Je bénis ma rage bâtarde et ma vulgarité. Pour ne pas se décomposer, pour ne pas capituler, pour tenir debout, tenir fierté, tenir justice, tenir. Il n'y a plus de lutte des classes, juste une lutte des places injustes. La justice s'en balance de mes peines, de mes coups, de ma malchance. Et je peux te dire, moi, que la Bruxelles moite, on ne l'aime pas comme il faut. Yes, on pourrait faire un grand cœur avec vous tous, hein, ça donne des idées, ça donne des envies. Je dis, allez, si vous étiez tous là, on pourrait faire un spectacle avec tout le monde, ce serait pas mal. On entend les mots justice, on entend, voilà, il y a des choses qui se croisent. Je pense que, voilà, il y a des croisements dans la lutte, en tout cas, et dans des questions de poser des questions à la société telle qu'elle est. En tout cas, voilà, c'est ce nous, on a entendu dans vos livres. On va commencer par discuter un peu avec toi, Marie, si tu veux bien. Oui. Marie Dara. Donc, vous pouvez me couper hein, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit. Marie, comment te présenter rapidement? Tu es une artiste polyvalente, en fait. C'est-à-dire, tu chantes, tu danses, tu écris, tu slams et tu fais du théâtre. Je fais du théâtre, et je fais du piano, et je réalise des choses. Bon, voilà. Et tu viens de sortir, c'est ton premier? Oui. Ton premier livre, Depuis que tu n'as pas tiré. Donc, chez Malmstrom, on parlera un peu de l'éditeur. Et c'est en fait une forme de récit assez tendu sur Bruxelles, en fait. Mais ton Bruxelles à toi. Et peut-être avant que tu nous parles un peu du livre et puis que les amis autour nous en parlent aussi pour ceux qui l'ont lu, est-ce que tu veux bien nous faire un petit extrait comme ça hein? Un petit extrait? Ok. Ouais. Bruxelles, tu es pluriel, multi-usage, multiculturel, multilangage, multi-événementiel. Il y a toujours la fête de quelque chose à Bruxelles. Le jour du ballon, le jour de la bière, le jour de la moustache, le jour du bruxellaire, l'Omegang, la fête nationale, le grand Jojo, Annie Cordy, la Pride, la Zineke, la fête de la musique, le Summer Festival, le BSF, le BFF, le Festival du Rire, le BIF, le FIF, Hopla et les Nuits Blanches. C'est une grande fête sans lendemain. Il n'y a pas un endroit sans bar ou sans terrasse. C'est jamais les mêmes styles, mais le même principe. Tu te poses quand les rares soleils viennent taper ses rayons d'ouf et te faire pliquer 3 fois l'année, parce que le reste du temps, il drache. Et je peux te dire, moi, que la Bruxelles moite, on ne l'aime pas comme il faut. Merci. Vous le connaissiez cet extrait? Vous vous souveniez de ce petit bout-là? Est-ce qu'il n'était pas au dos du livre? Non, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Ok. Raconte-nous un peu comment est venu ce bouquin-là. C'est une ode à Bruxelles, en fait. C'est le Bruxelles qu'on aime, c'est le Bruxelles du under, d'en dessous, en fait. Ouais. Ouais. Ben, comment c'est venu? C'est venu parce que je me suis fait braquer il y a 1 an maintenant. Et que pendant ce temps-là, je me suis posé la question de comment on en arrive là, en fait. Comment on en arrive là dans la vie, voilà, à se braquer entre citoyens et avec un jeune gars en face de moi qui a 17 ans, même pas, je pense, et qui me braque à l'arme à feu. Donc, voilà. Et puis entendre des réflexions comme ben, c'est son choix de la part des gens. Non, moi, je pense pas. Donc, du coup, j'ai sillonné Bruxelles et à travers Bruxelles aussi ma vie et peut-être ceux des autres. Je pense qu'il y en a peut-être des gens qui peuvent s'identifier aussi. Et je me pose la question de est-ce qu'on a vraiment le choix? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage dans ce petit conte bien concentré comme ça? Donc, il y a ce gamin, enfin, ce garçon-là qui braque. Oui. Voilà, qui a à peine 17 ans. Et puis, il y a d'autres gens. Oui, ouais, c'est un peu la Bruxelles des bars.
parce que moi j'ai été une grosse fêtarde de fut un temps. Et donc il y a plein de personnages qui moi me sont chers, qui sont les personnages de Bruxelles en fait. Il y a la vieille serveuse des troquets pourris, des PMU où j'ai traîné. Il y a mes dealers, parce que j'étais vraiment une grosse fêtarde. Des dealers qui sont en fait des gens comme tout le monde, en fait. On s'en rend peut-être pas compte, mais qui ont des histoires, qui sont des humains, qui ne sont pas que des vendeurs de mort. Et puis, il y a tout le monde. Il y a les Saint-Gillois, il y a les Molenbeekois, il y a les Châtelains. Voilà, il y a toute cette population, parce qu'en fait, je pense que Bruxelles, c'est pas spécialement une ville pas comme les autres. Donc, je fais des parallèles aussi entre Bruxelles, entre Charleroi, là d'où je viens, entre New York, que j'ai visité. Et je pense qu'en fait, tout ce concentré de monde et de brut, ben, il se retrouve un peu partout. Et c'est un Bruxelles de la nuit? Beaucoup. La nuit révèle quand même des choses, révèle les gens? La nuit, ça reste quand même la nuit. Hein. C'est là où il n'y a pas les contraintes de la société. Donc, en fait, c'est peut-être la nuit qu'on a vraiment le choix. En fait, on se montre vraiment comme on est, ou peut-être pas. Ou peut-être qu'on essaye de s'en sortir avec qui on est. Mais en tout cas, c'est là où moi, j'ai pu voir que ça se craquait et que ça se fissurait, les masques, les fameux masques. Et par rapport à cette écriture-là, toi, c'est une écriture que tu as envie de dire après? Oui, ben là, on prépare... derrière. Ben là, on prépare une lecture spectacle. Alors, je suis très attachée au fait que ça reste en lecture pour moi, parce que je suis comédienne et ce n'est pas un personnage, en fait, donc je n'ai pas envie que ce soit un seul en scène. J'ai vraiment envie que ce soit entre la lecture vraiment et le slam que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Parce que, voilà. Et en musique, parce qu'en fait, moi, j'ai de la musique tout le temps dans la tête. Et je pense que quand on va marcher dans Bruxelles, dehors, la nuit, souvent on a nos écouteurs, ou même quand il n'y a pas d'écouteurs, il y a les bruits de la ville, il y a les bruits du monde, en fait. Et la petite voix qui trotte dans sa tête, et la mienne est tout le temps accompagnée de musique. Donc oui, avec Alice Van de Voorde, voilà, on a décidé de mettre en musique, d'habiller musicalement, en fait. Parce qu'il n'y aura pas que de la musique, il y aura aussi vraiment recréer l'ambiance de Bruxelles pour faire une immersion dans ma tête, dans ma vision de Bruxelles. Voilà. Ben, c'est un super projet. C'est un super projet. Moi, j'avais encore une petite question. Tu t'écris en écriture inclusive. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important, que tu avais envie de porter aussi. C'est pas toujours évident pour trouver le rythme là-dedans, en fait. On en parlait justement avec Mélissa, on disait c'est complexe de parfois trouver la rythmique dans la langue. Qu'est-ce qui a fait que toi, et je pense Joya aussi, non? Je pense en tout cas que tu avais fait, hein, vous êtes bien sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'était pour toi de ce choix-là? Ben, c'est un choix qu'on a longuement réfléchi avec les éditeurs aussi. Moi, je suis quelqu'un de non-binaire. Donc, pour moi, qui est la possibilité maintenant que des gens aient accès en fait, au fait que d'autres personnes ne se considèrent pas comme totalement un il, pas comme totalement un elle, ou comme aucun des deux aussi, ou comme autre chose, ou comme un mélange de plusieurs choses. Après, moi, je suis moins attachée pour, en tout cas, ma personne. C'est pour ça que le personnage qui lit dans le livre est resté féminin, parce que moi, ça ne me dérange pas qu'on me dise « elle », même si j'accepte qu'on me dise « elle » avec grand plaisir. Mais par contre, en face, je voulais que quand je parle des autres gens, pour que tout le monde se sente inclus, écriture inclusive, inclus, et ben voilà, quand je m'adresse à l'autre, en fait, j'utilise l'écriture inclusive pour que pas une personne ne se sente en dehors de ma parole et de l'adresse que je leur fais. Parce que moi, j'aime bien inclure tout le monde. Et voilà, s'il faut passer par l'écriture inclusive pour essayer de changer les mentalités et de se dire, tiens, en fait, il y a d'autres personnes qui vivent peut-être pas le même prisme que nous, et c'est pas grave, en fait, et ça va bien se passer, mais ils sont là. Alors du coup, voilà, c'était important pour moi, parce que souvent, on ne se sent pas reconnu dans la société.
ceux qui sont un peu entre les deux, qui voguent un peu comme ça dans un no man's land du genre et de la sexualité. Comme disait Camille Nestor, qui est slam également, il disait everybody's between, tous ceux qui sont entre. Je pense que même sa phrase... Est-ce que vous avez lu Marie? Est-ce que moi je sais qu'ici il y a des gens qui aiment bien et pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe. Moi c'est ton nom, il commence un tout petit peu à tourner dans la sphère slam en tout cas, qui est peut-être pas ta première sphère. Mais voilà, j'entends Marie-Dara là, il faut garder un œil sur Marie-Dara et je reçois des mails. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Lisette, Joy, je sais pas c'est quoi voilà. Ben, moi, j'ai pas lu le livre puisque je suis pas en Belgique. Malheureusement, j'ai pas encore pu le lire, mais ça fait partie vraiment de mon top 3 des livres que j'achète au retour. Et j'ai eu la chance de voir Marie sur scène 2 fois. Une fois juste à un open mic pour un texte et puis une fois dans ce genre de soirée clandestine de Covid où on peut slammer un peu plus longtemps. Et je pensais en fait que le recueil était un recueil des textes que j'avais parmi les textes que j'avais pu entendre. Donc je suis très heureuse de découvrir que c'est totalement autre chose et que je vais pouvoir encore découvrir d'autres choses dans l'univers de Marie. Mais en effet, en tant que slameuse, en tout cas, elle a tout de suite, enfin, ça a été un énorme coup de cœur. Et quand je l'ai vue la première fois avec un seul texte, elle m'a mis au tapis, vraiment, elle m'a mis une grosse, grosse claque. Et quand je l'ai réécoutée ensuite, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une sincérité qui est totalement désarmante et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur différents sujets. Et puis surtout, elle mêle le côté comédienne et le côté auteur, et donc des slameuses qui peuvent avoir ce côté-là. C'est aussi le cas de Zoé. Ça apporte tout de suite quelque chose parce que les textes sont tout de suite portés avec une force et une résonance vraiment particulière. Mais en tout cas, je suis la première à dire en effet que c'est vraiment une artiste à suivre et à découvrir. Et voilà, c'est chouette de savoir qu'en l'absence de possibilités de scène en ce moment, il y a de la lecture pour pouvoir la découvrir. Et en tout cas, je le recommande chaudement. Même si je n'ai pas lu le livre, vu tout ce que j'ai pu entendre de ces textes, je suis sûre que je vais adorer. Merci. Bien, merci. Quelqu'un a une question pour Marie ou moi, pas une question. Marie, on s'est vu à la soirée du 140. On s'est vu plusieurs fois pendant le confinement à distance, dans l'atelier qu'on co-anime avec Joël Sambi, La Plume et le Point. L'écriture, voilà. En tout cas, je pense que ton écriture part d'un lieu... c'est le ventre, quoi, et c'est loin. Tu disais la nuit, tu disais cet endroit qui questionne les normes. Voilà, je t'ai entendu aussi aux 10 ans de Malmström, donc j'ai entendu que tu disais des extraits de ton livre. C'est un autre registre, mais avec la présence effectivement de la comédienne, avec beaucoup de générosité dans le partage ce jour-là. Et puis j'ai eu la chance voilà, de lire encore un autre texte, de pouvoir te faire un retour sur ce texte-là, et c'est encore différent, mais il y a cette langue ciselée, les métaphores hypercutes, donc voilà, moi je suis fan aussi depuis la première écoute. Bon. Marie-Dara. Une maturité aussi peut-être parce que beaucoup de gens viennent au slam assez jeunes et c'est une discipline voilà, où il y a beaucoup de gens assez jeunes, et le fait qu'elle ait vécu beaucoup de choses, qu'elle soit passée par différentes disciplines artistiques avant, etc., ça apporte vraiment une maturité dans ce qu'elle raconte et dans le vécu qui est raconté, que je trouve vraiment très, très intéressante aussi. Ouais, c'est Bon, ne te mets pas la pression, Marie. Jérémy. Ouais, c'est une très belle écriture. Moi, j'ai entendu Marie une seule fois sur scène, mais un des intérêts, je pense, de pouvoir passer par l'édition, et c'est valable pour toutes les intervenantes qui passent ici ce soir, c'est que le slam, ça dure 3 minutes maxi. On passe 1 ou 2 fois sur scène par soirée, puis les poètes et les poétesses s'enchaînent, et pouvoir relire ça tranquillement chez toi, ça permet vraiment aussi de rentrer dans la langue et pas être dans cette espèce d'urgence où finalement quelqu'un monte sur scène, puis tu descends, puis quelqu'un d'autre remplace, parce que ça peut se découvrir aussi plus lentement en fait, les écritures de chacune et de chacun. Et ça, c'est un des intérêts, je pense, de pouvoir passer par l'édition à un moment donné. Ok, bah, merci Marie, merci à vous tous.
Merci à vous. Et donc, n'hésitez pas. Hein, ce qui est pas mal, c'est que les booklets, c'est assez court. C'est 3 €. Donc, pour rentrer dans l'univers de quelqu'un, c'est vraiment sympa. Et puis, ça donne envie de voir la personne sur scène, de la suivre. Suivez les artistes dans les réseaux et de vous renseigner, voilà, de vous soutenir les uns les autres parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir finalement. Voilà. Merci. Et on va entendre parler maintenant de Zouz, de Zoé. Juste avant d'enchaîner avec Zouz, je voudrais juste rappeler, parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, si jamais il y avait des questions de la part du public, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sur l'événement, le live sur la page de Les Arts Urbains, et on répondra à la fin. Autant pour moi, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc Zouz, salut Zouz, comment tu vas? Alors, j'ai fait un petit peu de recherche sur toi, histoire de pouvoir te présenter comme il faut. Alors, si je ne me trompe pas, tu me dis hein, si je fais une erreur. Mais donc, tu t'appelles Zoé N. Tu as grandi sur une péniche au sein d'une famille d'artistes. Dès petite, tu te passionnes de théâtre et d'écriture. Tu suis des cours de théâtre à l'académie. Tu fais des humanités artistiques. Tu enchaînes avec le conservatoire en art dramatique. Tu as créé après ça une compagnie de théâtre avec des amis qui s'appelait Equa, qui faisait des spectacles engagés. Vous avez présenté plein de spectacles un petit peu partout, notamment au Festival international du théâtre à Tanger. Et là, tu as gagné le prix de la meilleure actrice et de la meilleure pièce écrite en 2017. En 2018, seulement après, tu découvres le slam via un stage organisé par Slameke. Et là, c'est la révélation, c'est le grand amour. Tu participes à plein de scènes, t'enchaînes, t'es repéré par Joy, qui est avec nous, qui te propose de participer à son projet Parole de femme, et où donc tu proposes le texte La justice sans balance. Là que tu prends le blaze de Zouz, qui signifie la meuf. Après ça, tu es invité au Mali, au Togo en 2020. Malheureusement, avec la crise du Covid, tu n'as pas pu y aller. Mais quand même, entre-temps, cet été, tu as remporté la finale d'un festival de slam à Lyon qui s'appelle Slam fait une belle jambe. Tu juste Ouais, c'est ça. je trouve ce CV juste super impressionnant. Tu as 60 ans, en fait. Non. C'est génial. Moi, je trouve ça. Et puis, je l'ai ressenti aussi quand je t'ai vu. On a regardé un petit peu ce que tu fais. Il y a une énergie, comme disait tout à l'heure, on sent, en fait, avec le théâtre, la force que ça donne quand tu déclames tes textes. Donc, je trouvais que c'était pour ça que ça valait la peine un petit peu de préciser ton parcours. Et en tout cas, je trouve ça très impressionnant. Pardon, je voulais le souligner. Et donc, te demander qu'est-ce qui a fait, vu que bon, maintenant tu commences depuis un petit moment à te faire connaître dans le monde du slam, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire le pas de l'édition? Pour moi, quand je voyais tous les autres slammers, d'ailleurs, entre autres qui sont ici, je trouvais que c'était une belle consécration. Au bout d'un moment, tu slams, et le fait de les coucher sur papier, pour moi, c'est une belle consécration de. Voilà, c'est le résultat de tout un travail je sais pas, d'1 an, 2 ans. Et voilà, je trouve ça beau de mettre ça sur papier. Maintenant, c'est très intimidant, je pense, au début. Enfin, je pense que Lisette, tu me l'avais déjà dit une fois, le fait de mettre sur papier, c'est hyper intimidant. Je trouve qu'on se sent un peu nul comme ça quand on lit le truc. Et voilà. Enfin, c'est bizarre de passer à l'oral sur papier. Voilà. Est-ce que vous vivez Ouais, ça ça. comme un retour à la poésie à l'ancienne, un peu, finalement? Ou bien, je sais qu'il y en a pour qui le slam, c'est du slam que quand c'est sur scène. Est-ce que pour toi, c'est du slam quand ça reste écrit, ou bien là, ça devient de la poésie? Je préfère dire que ça reste dans le slam. Ok. J'ai une question. Je vais la lire parce que c'est une question longue. Comme ça, je suis sûre que je n'oublie pas. Elle te présente un petit peu aussi au niveau du style. Donc, je dis, tu n'as pas ta langue dans ta poche, t'es cash, t'es cru parfois, mais toujours authentique, et tu n'as pas peur d'aborder des thèmes comme la sexualité des femmes. Je sais que tu veux te mettre au rap aussi. Est-ce que tu penses pouvoir assumer les mêmes positions en tant que rappeuse qu'en tant que slameuse? Ah, c'est drôle, c'est une question que j'abordais dernièrement avec mon copain qui est rappeur. Parce qu'on parlait du fait de parler de sexualité dans le rap. Et quand je m'entraîne avec lui, dans le rap, évidemment, voilà, comme dans le slam, je vais parler de cul, de sexe.
Et il me disait, mais non, tu ne peux pas. Et je disais, mais enfin, il y a plein de rappeurs qui parlent de cul et qui font vraiment du sale. Il me disait, mais non. Je disais, mais quoi? C'est parce que je suis une meuf? Et il me Ah, disait, c'est compliqué dans le non, rap, hein. c'est pas pour ça. Et il n'arrivait pas à expliquer. Donc voilà, je suis en train de me poser des questions par rapport à ça. Mais Moi, oui, moi, en tout cas, si j'écoutais une rappeuse, c'est ça que j'attendrais. Parce qu'il y a des rappeuses que j'aime énormément, mais ce que j'ai envie d'entendre chez une rappeuse, c'est du sale. Donc voilà. ouais, je sais. Peut-être que Voilà, si je fais du rap, ben, je ferai ce que j'ai envie d'entendre. bien sûr. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je te pose la question, c'est qu'en fait, dans le rap, c'est très différent dans le sens où toi, tu parles énormément de sexe dans tes textes, mais c'est pas, tu sens qu'il n'y a pas cet objectif de vente ou d'être un produit, ou ce qui est le cas dans le rap en fait. C'est un gros raccourci, mais souvent les femmes qui parlent de sexe dans le rap, c'est plus pour pouvoir attirer un public, ce qu'on sent qui n'est pas du tout ton cas en fait. Toi, justement, tu as juste envie d'être libre et de pouvoir parler honnêtement. On a une vie, on est des femmes et de ne pas devoir avoir honte de dire certaines choses. Donc la démarche est complètement différente. Et c'est là que je trouve que ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, je t'encourage si tu arrives à le faire de sorte à ce que justement, ça ne soit pas l'effet, voilà, je suis un produit, je suis ceci, je vais essayer d'attirer mon public en choquant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais c'est sûr que c'est compliqué dans le monde du rap d'assumer ce genre de choses. Ça, c'est clair. Il y a tout un travail. Ouais, ben, je crois que le slam et le rap sont des arts où il faut être sincère. Même si parfois, je pense Bien que dans sûr. le rap, on peut avoir notre personnalité qui est exacerbée. Mais en tout cas, dans le slam, je pense que c'est important d'être humble et sincère. Et si je parle de sexe dans le slam, c'est parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui peut parler de sexe ouvertement. Mmh. Oui, mais c'est ça que je te disais, t'en parles, mais pas avec ce côté je veux t'accrocher avec ça. Tu vois, t'en parles de manière très sincère finalement. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit extrait de ton livre qui va bientôt sortir, s'il te plaît? Ouais. Ok. Plus de force, plus de foi, je crois plus au karma. Quand l'existence n'a plus de sens, quand même Sénèque manque d'essence. Quand ma chambre est plongée dans le noir, à quoi sert de me lever, je peux faire le loir. Toutes les lèvres, toutes les bites paraissent fades. À quoi sert de jouir, je supporte plus les embrassades. Les gens sont tous occupés juste pour oublier qu'on sert à rien. Je vis sans penser à demain. On parle de maison de grossesse plutôt crever que de vivre sans prouesse. Regarde-moi, je sais pas gérer mon état. Et tu veux que je féconde? Je suis pas une machine à fructifier le monde. Il y a déjà assez de monde, tiers-monde. Voilà. Et merci. Bim. Bim, comme tu dis. Voilà, tout Bim. est expliqué là. Et alors, j'ai une autre petite question qui est pour toi et peut-être un petit peu pour tout le monde aussi, si vous voulez répondre. C'est que on constate, parce que moi, comme j'ai découvert le slam un petit peu avec vous tous, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment énormément de slameuses, mais apparemment, mon maître Rosa m'a expliqué que c'était loin d'être le cas et que ça n'a pas toujours été le cas. Oui, t'es mon maître en slam, Rosa. Et donc voilà, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes sur la scène slam. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la place qu'elles occupent dans le milieu, les femmes? Lisette. Qui veut commencer? Ben, moi, je veux bien. Moi, on a démarré avec El Slam en fait en 2015. Moi, j'ai démarré le slam en 2015 et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre ce qui se disait, c'est-à-dire tout qui a écrit un texte peut monter sur scène et ce que je voyais. Donc, il y avait moins de femmes. Il n'y avait pas, en tout cas moi à Liège, je voyais pas tellement de personnes racisées. On peut parler de la question du validisme. Il n'y avait pas non plus de personnes trans, ou de personnes qui pouvaient venir à l'aise, en tout cas dans un cadre safe, parler aussi d'homosexualité, etc. Donc il y avait un écart et donc nous on a impulsé des ateliers et je pense que ça a eu un effet, on le sent aujourd'hui, c'est-à-dire que de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui freinait cette montée sur scène des femmes, de prendre ce temps-là, cette halte, ce tampon, ça a permis voilà, de questionner ensemble les sentiments d'illégitimité, d'imposture, de se renforcer ensemble dans le coaching scénique. Et je pense que 5 ans après,
plus la réflexion sur qui est dans les jurys aussi, comment ça colore, comment, je pense que 5 ans après, le paysage slam est modifié en profondeur, parce qu'en plus de ça, je pense que étant féministe et étant militante féministe, on a coloré les ateliers de ça, et donc on a permis aussi à ces ateliers, au milieu slam, plus dans des lieux d'islam, de se connecter aussi avec les lieux militants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du slam à plein d'autres endroits que dans les micros ouverts de slam. Douce, tu as cette sensation, toi aussi, qu'il y a pas mal de filles qui montent sur scène maintenant, ou comment tu le sens? Ouais, à fond. Moi, j'étais trop contente parce que quand j'ai débarqué dans le milieu du slam, il y avait déjà Lisette, Joy et tout, qui propulsaient un espèce d'empowerment féminin comme ça. Et je trouvais ça trop stylé. Et c'est rare que j'ai vu ça dans un milieu des femmes qui se tirent vers le haut. C'était le premier milieu où je voyais ça et je trouvais ça hyper inspirant. Et puis, forcément, je me suis fait plein de copines dans le slam. Et d'où le titre de mon bootleg, Sale meuf. En fait, c'est un espèce de cri de guerre. À chaque fois en scène slam, on faisait Sale meuf, comme ça en criant. Et c'est un espèce de cri de guerre où on s'encourage et toutes les unes vers le haut, quoi. Et je trouve ça trop beau. Voilà. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur ce? Jérémy, toi, comment tu l'as vu évoluer la scène par rapport aux filles à partir de Charleroi et de Bruxelles? Ouais, j'ai débarqué en 2016 et c'est vrai qu'en 2016, il y avait beaucoup plus de mecs que de nanas. Et au final, ça s'équilibre, voire peut-être de plus en plus de femmes montent sur scène et surtout, j'ai l'impression ils restent. Donc c'est quelque chose qui accroche et alors il y a ce travail de revenir de mois en mois. Et c'est vrai qu'à Liège, il y a eu entre les deux premiers confinements une petite bulle où on a pu slammer à nouveau sur les scènes. Et j'étais venu 2 fois à Liège et c'est vrai que là, c'était majoritairement féminin et c'était vraiment bien. Et C'est beau. c'est là que j'ai pu rencontrer la force d'Elslam que je connaissais, ce projet, mais on voyait vraiment ce côté où, avant la scène, c'était rendez-vous, on mange ensemble, on s'encourage, chacun et chacune monte. Et Elslam, c'est pas exclusivement féminin, bien sûr, mais il y a ce côté encouragement, il y a ce côté un peu communauté, mais qui n'est pas du tout sectaire, qui est vraiment dans l'encouragement et dans la force et la transmission de force pour chacun. Et donc, ouais, très très chouette. Et puis moi, en tant que garçon, j'ai appris énormément de choses au Sen Slam sur la sexualité féminine, sur la pensée féminine, des choses que je ne pouvais pas soupçonner parce que, enfin voilà, dans des milieux, avec mes potes, mecs, on n'a pas accès à ça, quoi. Et donc, quelque part, ça fait l'éducation. Et même si c'est pas le but premier, j'ai appris énormément de choses et c'est vraiment, vraiment précieux, quoi. Jérémy est un allié. Et toi, Joya, tu en parles dans ton bouquin aussi de ça, en fait, de comment tu as été touchée par les autres slameuses. Tu as un chapitre, en tout cas plusieurs pages là-dessus. Ça a l'air d'être quelque chose qui t'a Ouais. aussi porté. Oui, moi je suis arrivée fin 2012 dans le slam, donc en fait j'ai fait plein de soirées où on était 1, 2, 3 filles pour 15 gars. Et donc voilà, moi j'ai essayé d'œuvrer à mon petit niveau à Bruxelles. Il y a un énorme travail qui a été fait par El Slam aussi, et de voir que maintenant il y a des soirées slam où les femmes sont majoritaires, c'est juste voilà, on a réussi, on a bataillé pour, on a travaillé pour. Voilà, moi avec le projet Parole de femmes par exemple, dont Zoé faisait partie et c'était Zouz faisait partie et c'était son premier clip. C'était le concept. J'ai l'espoir de pouvoir remettre ça en 2021, on verra. Mais en tout cas, l'idée de pouvoir se tirer vers le haut et surtout qu'on n'est jamais en concurrence, qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'au plus il y a de femmes, au plus il y a de paroles, au plus il y a de sujets diversifiés. Moi aussi, enfin voilà, j'apprends des choses à chaque fois que j'entends des femmes sur scène et surtout, c'est des paroles qu'on n'entend pas assez souvent, malheureusement. C'est des sujets dont on parle très peu et d'avoir un espace où on peut entendre ça. Il y a vraiment des textes, des slameuses, que ce soit à Liège, à Bruxelles, sur les différentes scènes slam, où vous dites: «Waouh, j'aurais voulu entendre ça plus tôt, en fait. J'aurais voulu que plus de gens puissent entendre ce texte» et je pense qu'on touche vraiment au ressenti et au vécu d'une personne à travers le slam. On voit qu'il y a une femme qui vient, qui se met à nu de manière vraiment très, très sincère et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez féminin, mais en tout cas, il y a une sincérité où on veut rien cacher comme voilà, Zoé avec ses engagements, avec la sexualité, avec tous ces sujets-là, qui fait du bien. Super.
Et c'est beau, hein. Moi, je trouve ça beau. Comme tu dis, Zouz, on voit pas ça partout, hein, cette solidarité très très forte en fait. Ça fait presque une sororité comme ça. Mm. Donc vous encouragez, c'est très beau, franchement. Ça fait plaisir. Super. Et Zouz, toi, donc, le projet n'est pas encore sorti, hein, on est d'accord? Et Ouais. tu vois un peu à quel moment tu as envie Enfin, en tout cas, il faut rester connecté pour voir quand tu vas le sortir. Parce que Oui, c'est ça. Ben écoute, je sais pas encore. On verra aussi avec l'édition. Mais ouais, c'est parce que j'avais imaginé évidemment le sortir hors confinement. Et du coup, ben, justement, je me demandais comment ça s'était passé, Jérémy et Marie, de l'avoir sorti en confinement. Parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe dans ces cas-là. Parce que moi, je m'imaginais vraiment être en scène et puis, tu sais, passer le bouquin. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. On peut peut-être prendre une minute sur ça, si ça ne te dérange pas, Mélissa. Non, je te prie. Répondre à Zoé. Comment ça se passe en confinement, sortir un bouquin qui est fait pour être dit devant des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Un peu étrange. Enfin, moi, c'est mon premier bouquin, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça d'habitude. Donc oui, tu fais une séance de dédicace avec des masques. Moi, j'ai fait un live à ma première séance de dédicace. Après, moi, ce que j'ai ressenti de plus étrange, c'est que une fois que c'est édité et que tu as fait cette mini-micro séance de dédicace avec quelques gens qui peuvent venir, mais avec des limites, tout ça, ben, c'est que après, tu n'as plus de... Tu as lancé ton bébé et puis il n'y a plus rien. Donc voilà, parce que tu es un peu coupé du public. Alors après, moi, en plus, je viens du théâtre, donc moi, j'ai l'habitude de sortir de scène et d'avoir, paf, des retours comme ça. Et là, c'était vraiment un rien. Enfin, voilà, il est lancé et puis voilà. Mais je ne sais pas si ça tient au milieu de l'édition ou pas, mais j'ai pas l'impression. Je pense que, voilà, donc un peu bizarre, mais en même temps, je pense que les gens ont du temps pour lire. Non, comme ils ne peuvent pas sortir. Donc, peut-être que c'est aussi, peut-être qu'il y a des avantages. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jérémy, toi, Lisette, peut-être le fait de sortir un bouquin en confinement, Joya? Je sais pas, moi je peux le dire aussi, j'ai sorti 2 bouquins cette année. Un mois avant que ça. Enfin, on a fait 2 dates en librairie, puis ça a confiné. Et puis le deuxième, on l'a sorti à Paris, puis les librairies ont fermé aussi. Mais moi, je rejoins Marie aussi, c'est compliqué. En tout cas, pour Venus Poetica, en tout cas en Belgique, ce qui est plus compliqué, c'est que, comme tu dis, une fois que c'est sorti, en fait, moi, je sens vraiment la différence avec mon nouvel éditeur, c'est que l'aventure commence au moment où le livre est sorti. Et en fait, j'ai l'impression que, en tout cas là, dans les précédents, c'est comme si, voilà, il est sorti. Et puis là, c'est à nous de faire l'effort. Il faut quand même porter ses caisses. J'ai vu Jérémy pendant le confinement faire pas mal de promos. Enfin voilà, il faut les envoyer soi-même pendant le confinement. Et quand c'était pas le confinement, ben, il faut profiter de la scène pour pouvoir vendre les livres, il faut faire de la com. Donc c'est comme si on avait un travail à faire encore à la naissance du livre. Alors que là, parce que l'éditeur est plus grand, parce que c'est la France, etc., tu as l'impression qu'il y a un truc, que le travail de diffusion, c'est un travail en lui-même. Ça, je trouve ça plus confortable, mais ça, c'est lié à la taille des maisons d'édition. On en reparlera tantôt parce qu'on fera un point sur la diffusion et l'édition, mais c'était bien d'avoir un petit peu votre retour sur cette période qui est quand même, on n'en a pas parlé depuis le début, mais enfin, avant que l'émission, enfin la rencontre live Facebook commence, on était tous quand même, voilà, on est séparés de la scène, c'est quelque chose qui peut être un ressourcement, mais c'est quand même un petit peu violent pour chacun d'entre nous. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous me disiez tantôt, si je ne me trompe pas. On s'est bien ressourcé là, je pense que. En tout cas, le laps de temps est très différent parce que quand on partage un texte sur scène, on a un retour immédiat du public. Quand on partage un clip ou une vidéo d'un texte, les gens en général la regardent très vite ou ne la regardent pas, mais ça se fait très très vite. Et quand on publie sur papier, on a l'impression qu'il y a un temps qui peut parfois être très long ou voilà, il faut le temps que les gens l'achètent et puis même quand ils l'ont acheté, il faut le temps qu'ils le lisent, etc. Donc c'est très différent et parfois on peut avoir un peu de solitude pendant ce temps-là. Et parfois, on a des retours qui se font 6 mois, 1 an, 2 ans après une publication. Donc, c'est la question du temps pour avoir un retour du public est vraiment très, très différente. Ok, super.
Merci. Jérémy, on va passer par Bah, chez toi. Comment tu te sens au milieu de toute cette gente? Tout va bien? bah, je me sens Apparemment. bien, oui, non, je me sens très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le genre et le fait d'être entouré de femmes. Je suis assistant social, hein, donc c'est un truc pour lequel je suis habitué aussi, hein. Il y a C'est un beaucoup de monde tout à femmes fait humain. dans ta profession. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc ben, Jérémy, toi, c'est ton deuxième opus. Le premier, c'était Rouge Charbon. C'était il y a combien de temps? Il y a 1 an? C'était en mai 2019. Ouais. D'accord, mai 2019. Donc, c'était également chez Malmström, ce qu'on appelle un bookleg. C'est ces petits livres à 3 € qui sont super pratiques parce que on peut les mettre dans la poche, ils sont pas chers, on peut en offrir, on peut en acheter 4, en donner. Enfin, c'est une super formule, hein, le bookleg. Et là, tu reviens avec La Fabrique à cercueil. Ouais. Et c'est un projet, j'ai presque envie de dire, qui est presque plus cohérent parce que tu es sur un thème. C'est-à-dire que les textes se répondent les uns aux autres et tu as privilégié un seul thème qui est, j'ai envie de dire, le travail ou l'oppression dans ce magnifique monde du travail et ultra moderne dans lequel nous vivons, ultra connecté. Et voilà, c'est la joie absolue. Et tu vas nous parler un petit peu de ton bouquin, nous lire un extrait. Moi, je dirais qu'à titre personnel, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas tant de livres de poésie sur le travail. C'est-à-dire que il y a eu ton livre sur le burn-out, Lisette, qui était pas un livre de poésie d'ailleurs. C'était une écriture, mais peut-être, entre le témoignage et la poésie. C'est rare qu'en poésie, on parle du travail. Moi, je trouve ça super important, parce que que ce soit le travail, le chômage, le burn-out, c'est quand même une grosse partie de nos vies. Oui, tout à fait. Et c'est comme si quelque chose s'accélérait là, quand même, à ce niveau-là, notamment là, dans la déconnexion, la réunion Zoom. Enfin, voilà, ça continue même après. Il y a des choses à dire, je pense, et je trouve ça chouette que la poésie s'en empare. D'une part, et l'autre chose que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que même si le thème est âpre et dur, et ta langue elle est absolument jouissive, c'est-à-dire on voit que tu prends ton pied en écrivant, c'est clair et net, c'est super rythmé, on a envie de le dire, on a envie de le lire, on a envie de l'entendre, donc même dans cette grisaille-là, la langue verticalise et te donne power, qui te donne la force et l'humour malgré tout derrière. Dans le recueil, en tout cas, moi, je l'ai ressenti très, très, très fort. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu te définis comme travailleur social, parce que c'est ton boulot premier, Ouais. et puis auteur. Tu as pris pas mal d'ateliers d'écriture aussi. Je crois que c'est quelque chose que tu aimes bien aussi, travailler notamment avec François Bon, qui est un auteur que tu aimes beaucoup. Et puis là, tu y vas, c'est parti. Et je pense que c'est bien parti. Donc, le livre a été réédité. Tu l'as édité, hop, pouf, il a été réédité direct. Ça veut dire qu'il y a une écoute, il y a une envie. Ça commence à passer en France. Donc, voilà. Raconte-nous un peu le projet du peut-être d'abord l'extrait, puis après. En tout cas, merci pour ces jolis mots, Rosa. Je vais donc vous lire un petit extrait. Heureusement que tu m'as payé un petit peu juste avant. Ça va. Ok. Tu viens l'extrait. Ouais. Les pompiers n'ont rien pu faire, on avait coupé les subventions, on n'avait pas remplacé les camions, on n'avait pas compensé les départs en retraite. Les lances à incendie n'étaient plus aux normes, les normes elles-mêmes n'étaient plus aux normes. Les pompiers avaient pourtant sonné l'alerte il y a des semaines, il y a des années de cela. Ils avaient tenu des réunions, ils avaient écrit des courriers, ils avaient réalisé des actions de protestation, on leur avait ri au nez, on leur avait ri à la barbe, on avait ri gras, on avait ri de tout son saoul, on leur avait dit haut et fort, on leur avait dit qu'ils exagéraient, on leur avait dit qu'ils n'étaient pas à plaindre, on les avait traités de drama queen, on leur avait dit que tout était sous contrôle, on avait divisé, on avait restructuré, on avait compartimenté, on avait calculé, on avait réduit les budgets, les coûts, la motivation, on avait ergoté sur la sécurité, celle des travailleurs, celle des citoyens. Puis on avait touché du bois et on s'était félicité. Alors, aujourd'hui, à force d'avoir trop réduit, trop tiré, trop remonté, trop turbiné, trop peu huilé, trop peu entretenu, trop ergoté, l'explosion. Merci. Ah, il y a des mains comme ça dans l'air parce que les micros sont coupés. Merci. Hein.
Et ça continue comme ça continue. Ça Ouais, continue. ça continue comme ça. Donc, j'avais ce thème du travail. Donc, moi, je suis travailleur social, comme tu l'as dit. Ça fait 12-13 ans, peut-être 15 ans, si on compte mes stages, que je fréquente ce milieu-là, qui est rempli de superbes personnes, mais aussi de gros enfoirés. Et donc, j'ai croisé les deux types de monde. Et puis, un truc qui m'a frappé depuis que je travaille, c'est que quelque part, le travail social, le secteur non marchand, est de plus en plus, est de plus en plus soumis à un management à l'américaine, comme je l'appelle, avec des termes très anglophones, avec une obligation de résultat. Alors que pendant tout un temps, le travail social avait une obligation de moyens, mais pas de résultat. Et donc, c'est un milieu, le non marchand, que je trouve parfois plus retors que le milieu marchand, où quand on travaille pour une boîte qui produit ouais, n'importe quoi, on sait qu'on le fait pour de l'argent, on sait qu'on le fait aussi pour du pognon et que le but, c'est de gagner de l'argent. Et quelque part, dans le social, on est maintenant soumis à ces règles-là aussi, où on dit à certaines associations, vos subventions, vous les aurez à partir du moment où l'année précédente, vous pouvez dire qu'autant de personnes ont retrouvé un emploi si on est dans l'insertion socio-professionnelle et tout. Et donc, on est dans une espèce de logique où il faut produire aussi dans le non-marchand, ce que je trouve être un peu une aberration parfois. Après, c'est pas généralisé, hein. Il y a des boîtes qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui sont où c'est plus complexe. Et donc voilà, où on parle beaucoup de bien-être au travail, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire et c'est juste des mots dans des rapports d'activité, où parfois les tâches sont aliénantes. Enfin, combien de réunions d'équipe j'ai pas fait, où on écrivait des PV, qu'on classait ensuite dans des fardes, et plus personne ne relisait jamais, mais c'était la galère, il fallait que quelqu'un note. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça que je porte depuis bien avant le fait que je commence le slam en 2016. Et donc, j'ai eu envie, quoi, après Rouge Charbon, de faire ça. Et alors de pouvoir travailler sur quelque chose il y a 14 textes dans ce recueil. Et comme je le disais tout à l'heure, les soirées slam, c'est vraiment génial. On dit un texte, on en dit deux. Et moi, j'avais besoin que ces textes se nourrissent les uns les autres, être sur un temps plus long qu'un texte de slam. Et donc, pour moi, ça faisait sens de faire livre à ce moment-là avec, avec cet ensemble de textes, quoi. Super. Et tu as eu des retours sur ce thème-là? Est-ce que ça touche les gens, le livre sur le travail? Dis-nous un peu peut-être. C'est un peu ce que j'avais dit à mon éditeur, donc au niveau de Maelstrom, que ce bouquin-là, j'y croyais énormément, parce que pour moi, ça allait un peu transcender peut-être le monde de la poésie. Et je savais que j'avais des anciens collègues ou des personnes du monde social qui, à la rigueur, ne lisent pas forcément de la poésie, qui allaient être intéressés par ce thème-là. Et donc, j'y croyais vraiment, et c'est pour ça que ça a été un choix délibéré de le sortir en novembre. On avait aussi envie de le sortir en même temps que le livre de Joya, parce que ça rentrait un peu en résonance, mais il y avait ce côté où moi j'y croyais, je savais que les personnes qui m'avaient pris Rouge Charbon allaient prendre celui-là et que ça allait peut-être aussi. Et j'en avais besoin. Pour mon année 2020, j'avais besoin que ça se termine sur cette publication parce que voilà, j'ai aussi fait des choix professionnels qui ont fait que maintenant je bosse ailleurs. Et c'était une façon de conclure aussi un chapitre professionnel et d'en faire quelque chose de beau en fait. Parce que le recueil s'ouvre sur la boule qu'on a dans le ventre parfois le matin quand on se réveille et avant d'aller travailler. Et puis je crois que c'est un truc qu'on a un peu tous connu. Et moi, cette boule, je l'avais, quoi. Et à un moment donné, tu fais des choix. Tu luttes, tu essayes de changer les choses là où tu bosses. Et à un moment donné, quand ça marche pas, il faut arrêter de se faire mal et il faut essayer d'aller voir ailleurs. Et donc, je trouve que cette thématique dans le recueil, elle est un peu universelle et je crois que ça parle à beaucoup de personnes. Et je pense que c'est pour ça aussi que le bookleg fonctionne parce que voilà, ça touche à quelque chose que beaucoup vivent. Ça a été très libérateur pour moi de l'écrire, ça a été très libérateur qu'il sorte. Et maintenant, j'envisage l'avenir différemment. Et je ressens plus cette boule, elle est partie. Ben, écoute, magnifique ça. Est-ce que pour les autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un peu, même si c'est pas votre choix premier de thème, mais est-ce que ça vous parle qu'on parle de ça maintenant? En quoi ça vous touche, ceux qui l'ont lu, ceux qui vivent, voilà. Est-ce que Ouais. Zoé. Moi, je l'ai trouvé magnifique, ce bookleg. Que dire? En fait, je te l'avais dit directement, Jérémy, moi, ça m'a fait penser à un autre auteur que j'avais travaillé au conservatoire, Falk Richter.
qui faisait voilà, il fait des pièces de théâtre et c'est souvent sur le sujet du capitalisme, de la bureaucratie et on sent un épuisement de la bureaucratie comme ça, même dans la répétition enfin, les répétitions que tu fais, etc. Et on se sent oppressé, en fait. Quand on lit ton bouquet, on sent une oppression qui est là. Et moi, j'ai trouvé ça super puissant. Et ça donne envie de le lire à voix haute, vraiment, dans une C'est fripe. exactement tout ce que j'allais dire. Il y a une Non, il y a fripe. une oralité, ouais, vraiment une oralité qui est très, très présente dans l'écriture de Jérémie et où on commence à lire dans sa tête et puis on a très vite envie de le lire à voix haute. Et ce côté, voilà, de tourner en rond, comme tu le dis, de répétition, qui illustre parfaitement en fait le système dans lequel on est et le quotidien parfois. Et ce côté oppressant, enfin voilà, je pense que Zoé a très, très bien résumé ça. Et je pense que c'est très chouette aussi de pouvoir lire des bouclets quand on a déjà entendu l'auteur sur scène parce qu'on a sa voix dans la tête et son rythme dans la parole et on rentre très facilement dans l'écriture. Une autre marque, Ouais, Steve? moi, oui, je fais partie des fans, c'est-à-dire que j'ai eu le livre un peu tardivement avec ma sœur, Julie Lombé, on allait numéro 1 et 2 du précédent, on l'avait acheté au festival, donc du coup, je l'ai eu plus tard, celui-ci. Mais oui, moi j'entends ta voix, j'entends aussi l'évolution de ton écriture, quelque chose de plus oral, de quelque chose qui travaille plus sur la répétition, l'anaphore, quelque chose qui va vers la litanie, le mantra, donc ça nous embarque. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que c'est très compliqué. Il faut être sur le fil, je trouve, pour parler des grands sujets politiques. Donc pour moi, c'est un grand texte politique, mais qui n'est pas un pamphlet pour le pamphlet. Il y a un gros travail sur la langue, et donc du coup, on évite cet écueil de balancer des idées un peu dichotomiques, manichéennes, etc. C'est très fin parce qu'il y a un beau travail sur l'écriture. Et donc, du coup, voilà, c'est hyper réussi. Mais bon, moi, je suis fan. Donc, Ok. Bah, moi, j'avouerais que c'est pareil. Je l'ai acheté, je l'ai lu à haute voix toute la soirée. Je t'avais envoyé un message. C'est ça. Je ne sais pas ce livre. Il faut le lire parce que c'est un livre. On ne sait pas le lire sans le dire. Voilà, donc, si vous n'êtes pas slammer, voilà, lisez ce livre et vous le deviendrez. C'est fait pour être dit, quoi. C'est rare parce que, voilà, il y a parfois il y a une déperdition hein, quand on se retrouve Ouais, dans la c'est page. ouais, Et c'est là, rare et ça peut être enfermant si tu veux passer à autre chose. Quand j'essaie d'écrire de la prose, plus pour quelque chose qui est intérieur, bah, j'ai un peu de mal. Parce que ce parti pris d'écrire pour l'oralité, il est un peu ancré en moi. Après, je le vis bien, hein, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, parfois, on pourrait s'enfermer dans certaines choses et donc c'est bien et en même temps, c'est pas bien, quoi. Ben, merci en tout cas pour ce témoignage sur l'époque. Il y a ça aussi qui vous réunit tous. Je pense que c'est des textes sur l'époque actuelle et c'est ça qui est chouette dans ces livres, c'est que ça, il y a peu de filtre entre ce qu'on vit maintenant et ce qu'on lit maintenant. On dit, vous êtes vivant, achetez des livres d'auteurs vivants, mais c'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse partager aussi l'époque qu'on vit ensemble, qui est quand même un sacré bazar. Donc, merci à toi, Jérémy, pour cet apport-là, en tout cas. Merci à toi et merci à vous toutes hein, pour vos super retours. Ça me touche. On va poursuivre. Hein. Oui, Joy, si tu veux bien, Ouais. on va passer à toi. C'est où, Salut. Je suis là. John? Je suis là. Donc, Joy, je vais te présenter un petit peu aussi. Donc, toi, tu es belge d'origine italienne et burundaise. Tu as fait des études en littérature. Tu as remporté le prix Parole urbaine en 2013. Et c'est pas ton premier livre. Tu as déjà sorti un livre en 2015 qui s'appelait L'arbre sans racines d'un pays sans soleil. Tu as fait des projets musicaux aussi. Tu as fait un projet musical qui s'appelait Assali, qui a tourné en Belgique, en France et à La Réunion. Et tu as sorti un album l'année suivante qui s'appelait Tram 25. Ensuite, tu as fait un deuxième album qui s'appelle L'art à la joie. L'art de la joie, pardon, qui est une ode à la femme libre et humaniste. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Rosa, c'est vrai que vous avez tous un petit peu des points communs, vu qu'on vit tous la même époque dans votre écriture. Et vous êtes tous un peu en colère. Toi, tu es très en colère. Tu es vraiment très, très, très en colère. Et en même temps, tu le dis, on sent que tu as
mais tu arrives à le dire quand même. J'ai pas été étonnée de voir que tu as pu écrire un album qui s'appelle L'Art de la joie, parce qu'il y a quand même, ça reste léger tout en étant très lourd. Je pense que quand on lit, on peut comprendre un peu mieux mon propos. Donc, voilà, tu as vraiment une énorme contestation dans tes écrits, ça se ressent très fort. On va en parler un petit peu plus après. En 2020, tu as fait un recueil de poésie, donc cette année, qui s'appelait Hybride. Et enfin, donc, tu as sorti Ensauvagement, le petit livre de la colère. Et donc, toujours aux éditions Maelstrom. Est-ce que tu peux me dire dans quelles circonstances tu as écrit ce bouquin pour qu'on puisse comprendre un petit peu Oui. ce qui nourrit Bah, cette colère? donc, je l'ai écrit très, très vite. C'est un livre que j'avais pas du tout prévu d'écrire. Je crois que toute l'écriture a dû prendre 1 mois et demi peut-être. J'ai été bien aidée par certains relecteurs, dont Jérémy, ici présent, qui m'a pas mal aidée sur enfin, la relecture par après, parce qu'il est sorti comme vraiment un jet. Il s'appelle Le Petit Livre de la colère, et beaucoup de gens me disent pas si petit que ça. Mais en fait, à la base, je pensais sortir un booklet comme les précédents livres que j'ai publiés. Et puis, j'ai débordé, 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 parce que j'ai décidé d'oser vraiment me plonger dans les raisons, et voilà tout le ressenti par rapport à cette colère, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de choses à dire que ce que je pensais. Donc vraiment un livre d'urgence. Dedans, je parle de choses qui se sont passées en octobre 2020, et donc ça me tenait vraiment à cœur qu'il puisse sortir rapidement, et grâce au relecteur et grâce aussi à mon éditeur, à David, des éditions Maelstrom, qui fait vraiment un travail remarquable, notamment au niveau de la liberté qu'il laisse à ses auteurs. Et puis voilà, moi je lui ai dit: «C'est un livre d'urgence, je veux qu'il sorte très vite», et il s'est débrouillé pour le faire. Donc voilà, il est sorti comme ça. J'avais enfin, j'étais assez, j'avais un peu peur des retours, parce que j'ai vraiment l'impression que je suis allée au fin fond de ce que j'avais dans le ventre. C'est pas toujours joli à voir, et c'est pas toujours ordonné, c'est pas toujours, clair. Donc voilà, j'avais un peu peur des retours. Je me disais: «Bon, moi, j'avais besoin de le sortir, un peu comme une thérapie, mais est-ce que les gens vont comprendre?» Et pour le moment, je suis très, très contente des retours que j'ai. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vraiment, c'est ce qu'on sent à la lecture, hein, que on t'imagine presque avoir été en thérapie, avoir enregistré ta séance et avoir écrit après tout ce que tu as enregistré, parce que Ça m'a ça coûté moins sort. cher. Tu m'étonnes. Oui, et en plus, j'aime bien l'analogie que tu fais avec le volcan, parce que c'est comme ça enfin, moi, personnellement, je l'ai vraiment vécu comme ça en le lisant. Et ça monte encore plus, et ça monte et ça monte. Et puis après, dans la partie cendre, tu proposes aussi des solutions quand même. Donc, tu ne fais pas que critiquer pour critiquer. Tu parles un peu du monde que tu aimerais pouvoir voir arriver. Euh, Tu dis qu'on dit que c'est utopique d'ailleurs. Et je pense que, en tout cas, on est loin d'en être là, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi parce que on te dit souvent, tu le dis dans le livre, qu'il faudrait que tu sois moins en colère. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas encore lu ton livre, expliquer pourquoi cette colère, elle est importante, elle est légitime, et elle est même nécessaire, en fait, pour pouvoir aller de l'avant? Oui, tout à fait. Et bah, c'est un peu, voilà, la question de la légitimité, c'est quelque chose qui revient très souvent, et j'ai souri en entendant Zoé dire, Zouz, dire: «Je préfère qu'on dise slam plutôt que poésie». Voilà, à plein de niveaux, en fait, on a du mal à poser notre légitimité. Alors moi, maintenant, j'arrive à me dire poète, je pense qu'on est tous poètes ici. Mmh. J'arrive à me dire poète, j'arrive à me dire auteur, mais est-ce que j'avais le droit de dire les choses que je dis dans ce livre? J'en étais pas du tout sûre avant de le faire, mais j'ai eu vraiment besoin de le faire. Et ce qui me fait du bien dans les retours que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Moi aussi, j'ai de la colère au fond de moi, et tous les jours, j'essaie de travailler dessus, de me dire que voilà, il faut que je m'exprime posément, il faut que je travaille sur moi, il faut que» voilà, c'est un peu aussi un truc contre c'est ce développement personnel qui est voilà, il y a des très bonnes choses dans le développement personnel, mais je pense aussi qu'on en fait un espèce d'outil marketing, un truc très à la mode, dans le sens où tu es responsable de ce que tu ressens, tu peux changer ta vie, tu peux, te sentir mieux. Il suffit de se regarder, tous les jours devant le miroir et de se dire: «Je vais y arriver, je suis heureuse, je suis la meilleure et tout ça va bien se passer». Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont extérieurs, et je pense aussi qu'on a le droit d'être en colère, en fait, et qu'on nous le dit pas assez souvent, dans la société dans laquelle on est.
la colère, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Il faudrait toujours pouvoir se contenir, s'exprimer posément, voilà, faire un déroulé et amener de l'espoir aussi. C'est quelque chose qui me fatigue beaucoup quand on est artiste. On nous demande d'amener de l'espoir, de la positivité, alors qu'on vit tous l'époque dans laquelle on est actuellement. Donc, c'est parfois très, très compliqué. Et donc, voilà, pour moi, j'avais envie de moi être légitime à exposer cette colère et que peut-être ça inspire d'autres. Et en tout cas, c'est ce qui se passe pour le moment dans les retours que je reçois et ça me fait vraiment du bien de gens qui me disent, mais en fait, j'ai réalisé que j'avais le droit d'être en colère, que j'avais le droit de dire que je suis en colère et c'est exactement ça que j'espérais. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et je crois que nous aussi, ça nous fait du bien en tant que lecteur ou en tant que simple lecteur ou lecteur artiste, de se dire, OK, on n'est pas tout seul. Moi, tu m'as rappelé, je sais pas si tu connais Ainsi parlait Zarathoustra. À un moment, Nietzsche dit, ouais, les solitaires, en vrai, ils devraient créer une nation et se regrouper. Et, et à ce moment-là, peut-être on pourra faire changer les choses. Et ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, peut-être on devrait faire ça. Hein. Peut-être il avait raison, tu vois. Parce que des fois, on se demande, et c'est ça que je dis, ça rassure. Il y a des mots que tu emploies dans ton livre quand tu dis, est-ce que je suis une extraterrestre? Qu'est-ce qui fait que et ça fait du bien aussi en tant que lecteur de se dire, OK, on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui comprennent. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette colère? Comment on la canalise? Comment on peut avancer? Tout ça, c'est encore un autre combat. Il y a beaucoup de chemin, ça c'est sûr. Mais moi, en tant qu'artiste, j'ai la même chose que toi. C'est-à-dire qu'on me reproche souvent de trop être dans la contestation et dans la dénonciation. On me dit, mais non, mais faut faire danser les gens, faut ceci. Ou alors tu peux dire le même message, mais tu le fais un petit peu en mode ukulélé, t'as vu? Et on se sent parfois laisser nous dire ce qu'on a envie de dire. Donc j'ai vraiment ressenti ça très 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 fort dans ton livre et moi personnellement ça m'a beaucoup touchée. Merci, ça me fait vraiment plaisir et c'est exactement pour ça que je l'ai écrit et voilà, il y a pas de rime, c'est pas de la poésie, c'est vraiment un cri qui est sorti, d'un seul coup. Il y a très peu de travail, sur, la langue, contrairement à ce que je fais, d'habitude. Mais c'était vraiment pour ça que je l'ai écrit en me disant: «Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent seuls, qui vont se sentir un peu moins seuls» et moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, depuis que je fais du slam et encore plus avec ce livre. C'est qu'il y a plein de gens qui me disent: «Voilà, quand je t'ai lu, j'avais l'impression que quelqu'un était dans ma tête ou je me suis sentie tout à coup moins seule et donc ça vraiment c'est quelque chose qui fait du bien parce que je pense que en fait voilà de se rendre compte que ok on est plusieurs disséminés un peu partout à ressentir ces choses-là, même si c'est pas le discours qu'on entend dans les médias, dans la musique, dans différentes choses, juste de pouvoir se dire bah voilà et c'est là aussi qu'on va chercher sa légitimité, c'est quand on se rend compte qu'il y a des gens qui se reconnaissent et peu importe le nombre, mais au moins voilà, on sait que oui, ces gens-là aussi ont le droit d'avoir des auteurs ou des livres dans lesquels ils peuvent, se reconnaître. Est-ce que tu nous fais un petit extrait du livre Oui, pour je leur peux donner un faire avant-goût? ça. Alors Ouais, je vais tricher un peu, je vais faire un petit bout et puis après je vais aller prendre, une autre partie à la page suivante. fais-toi plaisir. Aujourd'hui, à 30 ans, je sais que la colère qui m'habite est profondément ancrée en moi, inscrite dans mon patrimoine génétique. Je suis le cri incarné de mes ancêtres, celui qu'ils, elles, n'ont jamais pu pousser de leur vivant. Je n'ai pas choisi leurs esprits et leurs voix qui me tourmentent. Ma colère est habitée par leur colère. Je suis la rencontre explosive de plusieurs siècles de silence et de souffrance. Ces êtres-là m'habitent et m'empêchent de dormir. Ils étaient convaincus que leur mission sur Terre était que leurs enfants ne soient plus exploités ou au moins un tout petit peu moins qu'eux. Ils se sont battus pour eux-mêmes, pour leur sang, pour leur descendance quand ils étaient capables de la reconnaître, pas contre le système, pas pour l'humanité. La nuit, ils me chuchotent qu'ils se sont trompés, qu'ils auraient dû laisser éclater leur colère de leur vivant, la fracasser contre cette machine à broyer les âmes plutôt que de laisser la rancune et les non-dits les ronger, plutôt que d'emporter leurs tourments dans l'au-delà et de les répercuter sur les générations à venir. Merci. C'est beau, hein? Euh, Euh, excuse-moi, oui. Oui, je suis partie dans l'écoute et du coup, j'ai du mal à revenir, pardon. Donc, je voudrais par contre voir un petit peu avec les autres, ceux qui ont lu le livre de Joy, étant donné que vous êtes tous un petit peu dans la contestation, dans la dénonciation, ma question serait déjà d'avoir votre avis sur le bouquin, mais qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la dénonciation selon vous, en tant qu'artiste, pour pouvoir aller vers le monde qu'on aimerait voir? C'est une question très Moi, large, je je sais. pense, je veux bien commencer. Moi, je pense que, parce que j'ai adoré le livre, je pense que je te l'ai dit assez vite, à la moitié du livre, que j'avais vraiment adoré ce livre.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des feux, en fait, un peu partout. Et ce qui tarde à s'embraser, c'est parce qu'en fait, il faut du kérosène. Et moi, ce livre-là, c'était vraiment pour moi du kérosène à mettre entre les feux qui existent déjà, parce que je pense qu'il y en a des feux. Les gens sont pas dupes. Je pense que des feux, il y en a, mais ça manque de kérosène, tout ça. Et voilà, moi, ce livre-là, c'était du kérosène. Et en tant qu'artiste, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Enfin, si on peut faire quelque chose, c'est foutre de l'huile sur le feu, quoi, parce qu'il n'y a plus que ça à faire à un moment. Et la colère, à un moment, voilà, la colère, il y a une colère pas saine, et puis il y a une colère saine. Et bien diriger la colère, ça peut être un outil, je pense. C'est ce qu'on, moi, je pense, c'est ce que moi, je pense en tant qu'artiste. Et donc un kérosène comme ça, oui, encore. Merci. J'aime beaucoup ce mot en tout cas. Je ne l'avais pas encore reçu. Kérosène, ça me va, ça me convient très bien. Merci Marie. Je crois qu'une des difficultés, c'est qu'on vit dans un monde où, plutôt que de collectiviser les problèmes sociaux et de se dire on va les résoudre, on les individualise très fort. Donc, c'est ton problème si tu es au chômage, c'est ton problème si tu ne trouves pas d'emploi. Alors que une simple l'arithmétique explique que voilà, s'il y a 65 000 chômeurs à Charleroi et 6 500 offres d'emploi, ça rentrera jamais. Et donc, il y a ce côté où on ne collectivise pas les problèmes sociaux, on dit aux gens vous êtes responsables d'eux. Et je pense qu'en tant qu'artiste, un des trucs qu'on peut faire, bah, c'est déjà parler de ça, bien sûr. En parler de façon poétique, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'articles sociologiques ou autres qui sont écrits là-dessus ou scientifiques, mais le scientifique, ça parle au cerveau, tandis que l'artiste, il peut parler aux tripes, il peut parler au cœur, et ensuite, ça peut remonter jusqu'au haut en disant, OK, mais quand tu dis ça, ça me fait penser à tel sociologue, tel truc. Et alors, quelque chose qu'on peut faire, c'est déjà se soutenir les uns les autres, se regrouper en collectif, faire des actions ensemble, et refuser de se monter un peu les uns contre les autres en disant bah, il y a la compétition, moi j'ai sorti un livre, j'en ai vendu 200, toi tu en as vendu 300. Non, il faut refuser un peu ça, on fait tous partie d'un mouvement. Et ce que j'aime bien dans le slam, qu'on soit publié ou pas publié, c'est que j'ai vraiment l'impression quand je fais du slam ou quand je vais aux soirées slam de faire partie d'un mouvement. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'on pourrait impulser par la suite. Ce serait vraiment chouette que les gens qui sont en train de faire la file au CPS ou à l'ONEM commencent à se parler dans la salle d'attente, quoi, de ce qu'ils vivent. Et, voilà, parce que et peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir. Marie, tu parles de kérosène, bah, ouais, peut-être ça va s'enflammer, peut-être que ça va construire d'autres trucs, mais que les gens se parlent, quoi. Et se dire que si tu es dans la merde, c'est pas uniquement de ta faute, quoi. Et surtout pas, surtout pas. Merci Jérém. J'ai l'habitude de dire que le slam, c'est un outil de démocratie. Je pense que c'est vraiment ça, c'est apprendre autant à s'exprimer qu'à écouter. Et malheureusement, voilà, on a assez peu d'occasions de pouvoir le faire. Et donc, voilà, juste s'exprimer de la meilleure manière possible et puis écouter ce que les autres ont à dire. Et pour moi, en fait, c'est juste ça, la démocratie, même si on l'oublie souvent. En slam, on n'est pas en débat, on n'est pas entre deux personnes qui sont pas d'accord, qui doivent se bagarrer sur un plateau télé. C'est chacun vient exprimer ce qu'il a à dire et déposer ce qu'il a à dire et les autres vont l'écouter. Et on n'est pas là pour débattre forcément et c'est ça que j'aime beaucoup. Quelqu'un d'autre? Ouais, moi, je pense que pour le moment, mon endroit de réflexion, c'est que j'ai peut-être eu l'impression que sur les scènes slam, il m'a manqué quelque chose dans le partage de la parole, en fait, d'être dans la parole, à un lieu de... Alors, c'est magnifique, hein, le partage est magnifique, mais si tu n'es que sur la parole, je trouve que au final, tu te mets dans une posture. Ça peut virer à ça, c'est-à-dire il y a des postures moralisatrices, il y a des postures sentencieuses, il y a des postures... voilà, donc moi, ça m'a dérangée. Je me dis que ce qui m'équilibre très fort, c'est vraiment d'être à cet endroit-là où je sens que je suis juste et je sens qu'il y a plein de personnes qui ont une parole très juste, mais aussi dans quelque chose de concret. Donc moi, les ateliers d'Elslam, les ateliers qu'on a donnés avec Joël Sambi, les ateliers qu'on donne aussi avec ma sœur, je trouve qu'il y a des articulations d'être dans les classes, d'être dans les ateliers, d'amener d'autres personnes. C'est important d'être dans des lieux de militance aussi, d'être dans des choses concrètes. Tu vois, quand les gens organisent des manifs au mois de juin, c'est hyper important. Quand des gens font des collectes pour les familles, c'est important. C'est des choses, j'ai besoin à côté de cette parole-là, d'actes vraiment concrets, très humbles, hein, c'est pas mais d'être juste aussi à d'autres endroits en fait.
Et l'un n'empêche pas l'autre. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ça, c'est l'espèce d'articulation. Tout à fait. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait au quotidien, d'être dans les classes avec les jeunes, d'être auprès des gens avec les ateliers. Et je pense que c'est ce qui nous relie tous aussi, la plupart des slammers, c'est que voilà, on est dans le partage de notre ressenti sur scène, mais on est aussi là pour encourager les autres à pouvoir exprimer leur ressenti. On peut peut-être faire une toute petite ouverture sur les ateliers, enfin très rapidement, parce que vous en donnez tous, vous en avez tous donné en 2 secondes. Ça vous apporte quelque chose à cet endroit-là, justement, quand tu disais changer les choses en dénonçant, mais peut-être changer les choses en permettant aux autres de parler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait quelque Oui, chose de bien? je pense que ça fait vraiment partie à tous de notre travail, et donc voilà, à plein de niveaux. Moi, avec les femmes évidemment, pour les dans certains ateliers et puis, par exemple avec les slameurs africains que j'ai fait venir en tournée, l'année passée. Ça doit se refaire cette année-ci. On verra bien avec la situation actuelle parce que c'est très compliqué, pour tout le monde. Je pense que c'était déjà très, très compliqué d'être artiste avant, le covid. Je pense que ça l'est, encore beaucoup, beaucoup plus maintenant, alors qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que les choses vont reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir faire des spectacles, se produire, en public. Donc, on est vraiment dans un inconnu, total donc voilà, pour moi, c'est plus difficile en tout cas de réussir à y faire croire, aux gens parce que c'est ce que je faisais depuis des années, de leur dire: «C'est possible, en se battant, même si c'est difficile, on peut y arriver» et cetera. Maintenant, j'ai l'impression qu'encore une fois, ça dépend pas que de nous, ça dépend pas que de notre volonté, que de ce qu'on voudrait, que des efforts et du travail qu'on met dedans. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de paramètres extérieurs. Donc voilà, mais en tout cas, propager ce que nous on apprend. Enfin moi en tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai besoin de l'apprendre aux autres, quasiment, enfin très, très rapidement et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tous à notre niveau. Zouz, tu donnes pas mal d'ateliers toi aussi, je crois, ça fait partie de ta pratique? Ouais, 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 en fait, déjà, tu entends plein de voix que tu n'entendrais pas forcément, non seulement auprès d'adolescents et moi, il y a un truc qui m'impressionne beaucoup auprès des adolescents, c'est que quand moi j'étais ado, il y avait beaucoup de sujets que je connaissais pas à l'époque, genre, féminisme, racisme, tout ça et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, du coup, quand je vais dans des classes maintenant de 15-16 ans que, les meufs, elles savent que c'est le féminisme, voilà, ils savent ce que c'est le racisme. Alors maintenant, ils connaissent pas tout, mais ils savent ce que c'est, ils savent c'est quoi la définition, ils connaissent des choses et franchement, ça donne blindé d'espoir, dans les générations futures et tout et tu entends des paroles que tu entends pas et même auprès d'ateliers de femmes et tout, enfin, je sais pas, il y a un partage extraordinaire, je trouve. Parce qu'avant, comme je donnais des cours de théâtre, c'est pas du tout pareil. Tu fais travailler les gens à partir de textes, tu leur imposes des choses. Et le fait de faire des ateliers slam, non, c'est leur matière à eux. Donc ça, c'est extraordinaire. Voilà. Merci. On va poursuivre et clôturer avec Lisette. Lisette Lombé, écoute, voilà, toi, c'est ton 5e bébé, on va dire, brûlé, brûlé, brûlé. On reste quand même dans le burn-out, j'ai envie de dire, dans la colère. Enfin, il y a quelque chose qui veut se dire. Enfin, on sent que dans l'époque, là, ça bouillonne, il faut que ça sorte. Et brûler, 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 c'est un recueil de textes que tu as écrit à plusieurs époques, mais qui fait un condensé comme ça, incandescent, j'ai envie de dire, qui croise des thématiques d'oppression assez multiples. La question raciale, décoloniale, la question féministe, la question queer, la question sociale. Donc, tu es quand même au croisement je dirais presque toutes les questions qu'on a évoquées là ce soir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, comment te présenter? Tu es poétesse, tu es collagiste, tu fais aussi ce travail-là, tu es slameuse quand tu es sur les scènes slam, tu as développé un certain nombre de livres, dont un que moi j'aime beaucoup, qui est le précédent aussi, qui s'appelait Vénus Poetica, qui était un court roman sur le désir, en fait, sur le désir d'une femme à travers son âge, donc de l'enfance jusqu'à 40 ans.
Et là, tu reviens en poésie, j'ai envie de dire, avec Brûler, brûler, brûler. Et ce livre, il cartonne dans la mesure où je ne sais pas s'il sort au bon moment, au bon endroit. Je ne sais pas si tu arrives à la maturité de quelque chose ou si c'est le fait que le travail paye, c'est-à-dire qu'au bout du 3e, 4e, 5e livre, les gens ne peuvent pas dire que tu n'existes pas, ou est-ce que c'est les rencontres, mais ça y est, il y a une reconnaissance, je dirais, un peu plus large qu'un milieu de gens qui te connaissent déjà. Donc, ça nous fait plaisir parce que ça fait aussi une ligne de mire, hein, j'ai envie de dire. C'est aussi un endroit où on peut aller, enfin, où les gens qui sont ici, les slammers qui arrivent, les poètes peuvent éventuellement se projeter. Qu'est-ce que c'est que ce recueil-là, Brûlé, ce petit livre jaune? Il y a le petit livre rouge, ça c'est le petit livre jaune. Et comment tu analyses, toi, le retour quand même super positif et le prix, tu as eu le prix des Grenades donc, que tu viens de recevoir. Donc, voilà, je crois que ça nous fait tous plaisir en vérité. Merci en tout cas. Voilà, félicitations. Et puis, voilà, c'est quoi déjà, c'est quoi Brûler, brûler, brûler? Brûler, c'est d'abord, je pense d'abord un beau cadeau de notre éditeur commun, David Giannoni, mais aussi Antoine Waters, parce que moi je suis éditée à l'Arbre à Parole aussi pour les autres livres. Donc c'est d'abord un cadeau qui me font d'accepter que des textes, pour moi mes textes les plus forts en slam, soit aussi dans ce bouquin-là, donc c'est un cadeau qu'ils font au texte en fait, parce qu'à partir du moment où il y avait une signature en France, ça voulait dire que les textes allaient voyager beaucoup plus largement. Donc effectivement, il y a une partie, comme tu dirais, presque anthologique, ils sont disséminés dedans, et puis il y a des inédits. Moi j'ai été contactée juste avant le confinement, donc j'ai dû écrire assez vite cette matière, mais elle est sortie aussi, j'avais des choses à dire à ce moment-là. Des textes qui sont différents, plus liés à l'écrit, moins liés à la scène, même s'il y a un gros texte de manif dedans. Et puis il y a des collages aussi, des inédits. Voilà, qui font partie d'une série qui s'appelle La part du silence. Et pour moi, donc, ce qui m'est renvoyé pour le moment, c'est vrai que l'accueil est magnifique. Hein, l'éditeur parle vraiment presque d'un phénomène en poésie en France, donc l'accueil est magnifique. Moi, ma peur, c'était que des textes de scène, des gens qui ne m'aient jamais entendu sur scène, ne soient pas sensibles à une poésie sociale, mais finalement, les gens le sont et disent qu'ils entendent la rythmique, même s'il n'y a pas eu l'écoute de scène avant. Tu parlais peut-être de momentum aussi, c'est qu'effectivement, on est dans une période qui croise, il y a les voix, on est dans la continuité du mouvement MeToo, on est dans voilà, tous ces questionnements sur le féminisme, on est dans des positionnements aussi politiques fort intersectionnels, et moi je me trouve à cet endroit-là, donc ça croise plusieurs luttes dans le texte. Voilà. Et puis, je pense que je suis entourée d'une équipe de gens hyper créatifs aussi, qui ont eu un coup de bambou sur la tête parce que les librairies ont fermé juste à la sortie du livre. Et puis, il a fallu déployer des énergies et de la créativité voilà, pour le faire vivre quand même, malgré tout. Ok. Et au niveau thématique pure, tu as des retours sur il y a la question MeToo, la question, je dirais, décoloniale aussi. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as des retours sur, ouais. Alors, tu sais, étrangement, alors, j'ai des retours sur ces questions-là, mais étrangement, donc moi, je découvre une vie que je ne connaissais pas du tout, qui est liée à Instagram. Il y a énormément de blogueurs, blogueuses littéraires à cet endroit-là, et ce n'était pas du tout le lieu où j'étais. Mais étrangement, les retours qui me sont faits, mais je trouve que c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est des textes qui ont vécu en Belgique. C'est même les premiers textes, parce que Qui oublierait Mon fils est gay, c'est vraiment les 2 premiers textes des prix Parole urbaine. Et en fait, c'est ces 2 textes-là qui reviennent, en fait, qui reprennent sens auprès de gens qui ne les connaissaient pas. Et j'ai énormément, étrangement, de retours sur Mon fils est gay. Donc voilà, qui tout d'un coup reprend une incandescence que parfois les textes peuvent perdre au fil des scènes. Tu vois, tu les répètes, tu les passes en bouche, et finalement, c'est comme si tu perdais leur claque initiale, leur claque originelle, ce qui avait fait claque la première fois. Tu peux t'en distancier un peu dans la répétition, et puis là, c'est comme si c'était une écoute
originelle, une écoute première. C'est comme si je revivais au partage des textes. Mais bon, évidemment, on n'a pas encore… la tournée de promo a été annulée, les librairies sont fermées. Mais néanmoins, voilà, quand on l'a sorti à la librairie de Paris, à la grande librairie de Paris, c'était magnifique. Tu nous fais un extrait? Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi? Ben, j'ai pris un extrait justement du texte du 8 mars de l'année passée. C'est parti. Tout ça, d'où je parle, d'où je suis, sous mes paupières, je le sens. Mais si j'ouvrais les yeux, si je portais le front à l'horizon, je pourrais voir devant moi ce magnifique peuple de guerrières. Et je ne m'excuserai pas du mot guerrière, car c'est exactement ce que je verrais. Des casques, des scaphandres, de la limaille, des cuirasses, des cuissardes, de la riposte en ordre de bataille, des sabres, des kamikazes, des commandos et des épaulettes en ferraille précieuse. Voilà ce que je verrais. Un majestueux animal collectif, un gigantesque poisson aux écailles mécaniques, avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère, armée à sa manière pour riposter contre la violence du système. Merci. Merci. Est-ce que ça vous inspire un petit peu, peut-être celle qui arrive dans l'écriture? Est-ce que le parcours de Lisette ou Gioia peut vous ouvrir une porte ou ça compte pas? Je sais pas. Voilà, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Voilà, pour vous, mais pour aussi voilà, d'autres personnes plus jeunes qui arrivent. Je sais pas, Marie, Zoé, peut-être. Bah, pour moi, j'ai un peu tout dévoré de Lisette ces derniers mois. Donc, j'ai pris tous les livres. Je voulais tout lire. C'est hyper inspirant, évidemment. C'est aussi très fort parce que moi, je viens de débuter. J'ai l'impression de sortir un peu de nulle part par rapport à tout ce qui est édition, auteur et tout ça, et écriture. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de liens, énormément… Du coup, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, mais en fait, on disait déjà ça avant et ça n'a toujours pas changé. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine? Mais en fait, je pense que oui, parce que j'ai l'impression que ça a fait effet boule de neige. On sera de plus en plus nombreuses et voilà. Et comme je le disais avec le kérosène, ben après le kérosène, il suffit de brûler, brûler, brûler. Quelle punchline de dingue! La punchline de la soirée. Ouais, moi je pense que s'il n'y avait pas eu Lisette et Joya, je suis pas sûr que moi j'aurais des Bouclex par exemple. Parce que je crois que c'est des personnes qui ont ouvert des portes. Et j'aurais aussi envie de mentionner Dominique Massot, qui a commencé le slam à Liège et qui lui aussi est édité chez Maelstrom. Et donc, c'est des personnes, Dominique, Lisette, Joya, qui ont ouvert des portes, en fait, ce qui fait que le passage a peut-être été plus facile pour nous. Et moi, Maelstrom, j'ai passé la porte avec Joya. C'est avec toi que j'y suis allé la première fois. Donc, quelque part, c'est intéressant de créer ces liens-là et puis de se souvenir de l'historique, de l'histoire. Ouais, chapeau, je pense que sans vous deux, il n'y aurait sans doute pas mes bouclecs. Donc, merci beaucoup. Nous, c'est antérieur. Hein, c'est quand même aussi, comme tu disais, Dominique, l'ami terrien aussi, Vol au vent. On s'inscrit dans un truc voilà, qui nous précède avec beaucoup d'humilité. Et un petit big up aussi à Simon Raquet, qui est le directeur des Arts Urbains, coordinateur, et donc qui avait édité aussi un livre sur le slam à Liège, donc où il y avait aussi des textes certains, donc certaines. Donc l'ensemble de ces livres a permis, ça c'était plutôt des, comment dire, des anthologies. Hein. Tu en as sorti une aussi, Lisette, une anthologie de femmes. Ça commence comme ça, peut-être un livre dans une un slam dans une anthologie, un poème, puis après on ose en écrire une dizaine, 15, puis peut-être, voilà. Donc c'est des chemins collectifs en fait aussi. Hein. Ouais, puis des choix, enfin, on a quand même cette fabuleuse chance. Je ne sais pas s'il y a des équivalents en France, mais quand même, Maelstrom, le travail que David fait d'ouverture aussi, c'est-à-dire aussi une rapidité. Je veux dire, il y a pléthore de poètes qui rêveraient aussi d'être édités. Il y a quand même une vitesse, tu vois, quand tu montes sur scène. Marie, tu le disais, puis tout d'un coup, tu es édité assez rapidement. Il faut quand même rester en grande gratitude par rapport à ça dans le contexte de l'édition pour le moment. Tu voulais en parler, Mélissa, parce que c'était le point maintenant qui arrivait sur les éditeurs. Tu peux… Oui, moi, je me demandais deux choses déjà, parce que bon, c'est compliqué déjà pour n'importe quel artiste d'essayer de vivre de son art. Je pense que quand on est slammer,
c'est pas le même marché que dans d'autres domaines. Donc ça peut être encore plus compliqué. Et donc je me disais au départ, est-ce que l'édition finalement c'est la possibilité d'agrandir un petit peu son arc et d'essayer de s'en sortir. Et donc est-ce que l'édition ça aide à ce niveau-là et comment choisir sa maison d'édition au final? Parce qu'on voit, il y en a beaucoup qui sont allés chez Malmström, toi Lisette, t'es chez Iconopop. Qu'est-ce qui fait Bah, le choix des maisons je pense que enfin, même Lisette a publié chez Maelstrom aussi, et c'est quand même quelque chose qui nous lie tous, cette maison d'édition et le travail qu'ils font en Belgique. Et cette chance énorme, moi aussi, voilà, j'ai gagné le concours en 2013 et immédiatement, David m'a dit, le jour où tu veux publier, tu viens me voir. Et je pensais même pas que c'était possible de publier des livres de poésie quand on avait 25 ans en Belgique, qu'on n'était pas super connus. Donc, c'est quand même une légitimité et une force parce qu'on est vu différemment aussi par certaines personnes, par des gens qui fréquentent pas forcément les scènes slam ou certains milieux plus underground dans lesquels on peut se produire. Et donc voilà, ça apporte cette légitimité-là, de fait de pouvoir être parmi des auteurs. Moi, je me suis retrouvée voilà, dans des délégations d'auteurs belges alors que j'avais publié que des bootlegs parce que finalement, on nous voit quand même comme des auteurs, même si c'est que des bootlegs entre guillemets. Donc, ça nous donne une force et puis la possibilité de toucher un autre public, ça, c'est certain. Moi, j'ai fait des rencontres et même des collaborations artistiques qui ont démarré sur le fait que la personne a reçu mon bootleg en cadeau ou l'a trouvé dans une librairie. Donc, ça ouvre des portes parce que, mine de rien, les scènes slam, bah, on n'est jamais très, très, très nombreux. Il y a les quelques personnes qui sont dans la salle et moi, c'est quelque chose qui me frustre souvent quand je vois la qualité de ce que je peux entendre, de me dire, mais il y a beaucoup plus de gens qui devraient entendre ça. Et donc, avec le livre, même si c'est via la lecture, c'est aussi une manière d'entendre ces voix-là et de pouvoir les propager aussi dans d'autres pays ou pour des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de nous voir sur scène. Je pense que ce qui est super important en termes d'édition, c'est avant d'envoyer un texte à une maison d'édition, Malmström ou une autre, c'est d'aller rencontrer les personnes qui sont derrière ça. Pas simplement dire, OK, moi je suis poète, je suis slammer ou autre, et je vous envoie mes textes. Je pense que ça a plus de chances de marcher si vous passez la porte, si vous allez voir, rencontrer les gens, essayer de voir un peu c'est quoi la ligne éditoriale aussi, voir si vous vous y retrouvez, mais surtout d'abord être dans une optique de découvrir ce que la maison d'édition propose. Donc, Malmström, c'est une maison d'édition, mais c'est aussi une boutique, une librairie. Je pense que la première étape, c'est passer la porte, voir un peu comment ça s'organise et poser des questions, essayer de rencontrer les gens là-bas, participer aux événements. C'est une boutique qui vit énormément. Il y a un gros festival, mais il y a aussi pas mal d'animations à plusieurs périodes de l'année. Donc, rencontrer les personnes d'abord avant d'envoyer simplement un mail en disant voilà, j'ai mes poèmes, je vous les envoie. Ça marchera mieux et donc, dans un sens, c'est plus logique, je pense, de faire comme ça. Ok, bon conseil. On va terminer sur les bons conseils. Continue, Lisette. Oui, peut-être aussi redire ce que David, quand il est venu au musée Curtius à Liège, dans une soirée El Slam, il redisait que lui, il a besoin de voir les gens aussi sur scène. Il a aussi des coups de cœur scéniques. Zous, il te l'avait dit aussi. Hein, il t'a vu ce jour-là, justement, au musée Curtius. Donc, c'est quand même lié à ça. Je pense qu'aussi, on a la chance, on est voilà, ici autour de la table, passé par les prix Parole urbaine, que ces prix-là existent, que dans le jury, il y ait des éditeurs, qu'il y ait des connexions avec les midis de la poésie. C'est quand même un fameux triangle pour mettre déjà aussi, pour amorcer ce passage vers l'écrit. On est en bon endroit. Je crois que c'est quand même assez exceptionnel comme triangle de porte d'entrée. Et oui, il faut proposer les textes et parfois, moi j'ai la chance, et en fait c'est quand même lié à la scène parce qu'à l'Arbre à Parole, c'est Antoine Wouters et sur base des simples textes, tu peux être sceptique et puis voilà, il a aussi entendu, on était hyper rapprochés dans un petit lieu confiné, il a entendu le slam et puis c'est comme ça qu'il s'est décidé. Et je pense en France, là c'est eux qui ont téléphoné, j'ai cette chance-là aussi, mais c'est sur du texte que j'avais quand même partagé sur scène aussi, dans une soirée avec les midis de la poésie. Donc, il y a quand même... on a quand même une parole, si tu veux, au sein de la poésie. On a quand même cette force. Moi, je le sens quand je vais dans des festivals poésie, avec des gens qui n'ont pas spécialement prévu de dire leur texte à l'oral. Je trouve que on sort, tu vois, on sort aussi du lot, quoi. On est aussi, on va être...
comment on va dire ça? Tu vois, si tu dois aller après en librairie, etc., t'es bon public. On sait que tu vas assurer le truc parce que on va passer un bon moment aussi. Je trouve qu'on a cette force-là aussi d'avoir des textes d'oralité. Pour le moment, en tout cas, parce que pour le moment, les textes d'oralité, quand tu vois chez Iconopop, eh ben, il y a le chanteur de Dionysos, c'est un poète, mais c'est aussi un chanteur. Et quand tu vois Suzanne Robalet, c'est un premier texte, c'est pour vous dire que ça marche encore. À la descente de scène, elle l'a donné à l'éditeur. Donc c'est un premier texte, mais c'est une chanteuse aussi, c'est une comédienne. Donc pour le moment, la poésie orale et tout ce qui touche aux oralités, il y a quand même aussi... voilà, c'est un bon moment pour nous, quoi. Complètement. Je rajouterais, tu as plusieurs maisons d'édition classiques qui sont en train de faire une petite sous-édition autour de la poésie orale, comme les éditions de l'Arche, qui est quand même une grosse édition de théâtre, quoi, qui là fait un petit volet, donc avec Quai Tempeste dedans, voilà, donc je crois qu'il y a un intérêt du monde de l'édition enfin le monde de l'édition regarde du côté de la poésie orale, regarde du côté de la musique, un peu comme à l'époque de la Beat Generation, je pense à toi Jérémy, mais ce croisement entre la littérature, la musique et la littérature orale, on est à nouveau là-dedans. Je pense aussi qu'il y a un marché, c'est-à-dire que c'est clair qu'un slammer ou quelqu'un qui vient de la scène musicale a parfois un public un peu plus large. Donc, ça permet aussi de rendre peut-être la poésie plus démocratique, comme tu disais, Gioia. Donc, voilà, c'est pas un mauvais moment pour la poésie orale et tant mieux pour vous tous et vous toutes parce que vous publiez et c'est bien, donc il faut poursuivre, il faut rien lâcher, quoi. Il me semble, il faut continuer. Et puis peut-être un conseil aussi pour les slammeurs qui commenceraient, qui voudraient passer au niveau des livres, c'est peut-être aussi ne pas avoir honte de prendre des ateliers d'écriture aussi. C'est-à-dire que pendant tout un temps, en slam, on disait bon, je ne prends pas d'atelier, ça vient tout seul, c'est génération spontanée. Maintenant, on se rend compte qu'il y a pas mal de slammeurs qui s'enrichissent avec les ateliers d'écriture. Je pense que certains d'entre vous en ont pris. Enfin, voilà, et je pense que je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça peut être aussi une piste pour ceux qui voudraient être édités à un moment donné, de frotter son écriture. Ouais, tout à fait, sortir un peu des sentiers battus parce qu'à un moment donné, on a un style et il y aurait l'écueil d'écrire toujours un peu le même texte, d'être toujours sur la même chose Même et rythmique. ouais, c'est ça. Et alors, l'atelier d'écriture, moi, c'est un truc que j'adore donner, mais j'adore aussi y participer parce qu'il y a une espèce d'énergie ambiante, tout le monde est là pour écrire, et puis il en sort toujours quelque chose. Et la plupart des textes qui sont dans Rouge Charbon, mon premier bootleg, les trois quarts ont été écrits avec l'atelier M et Slam Dog à Charleroi, parce que c'était là, quoi. Et donc, il y a vraiment une espèce d'énergie comme ça, contaminante, donc faites-le, quoi, vraiment. Que vous ayez publié 1, 2, 3, 4, 5 recueils ou pas du tout, s'inscrire aux ateliers d'écriture, il y a toujours un truc qui ressort de ça, c'est immense, quoi. Et souvent, c'est gratuit en plus. Ouais, et puis aussi, pas hésiter à ce qu'on a toutes et tous fait ici, c'est-à-dire de faire relire par d'autres personnes et des personnes dont on aime le travail, dont on sait aussi qu'elles vont regarder ça avec un œil très bienveillant, mais en même temps critique, quoi. Et puis rester dans cette humilité. Moi, j'ai aussi envoyé un texte, un nouveau texte, mais à Karl Norak, tu vois, tu es dans tes petits souliers, parce que le temps qu'il le lise, qu'il te fasse le retour ou qu'il l'écoute, mais en même temps, ça te met dans un endroit où ça te permet aussi d'améliorer ton écriture et de ne pas te reposer sur... voilà. Tu peux nous dire qui est Karl Norak? Oui, Karl Norak, c'est le poète national, comme Laurence Vielle l'avait été. Parce qu'en Belgique, on a un peu
poète national. Et c'est quelqu'un qui a écrit des dizaines d'albums jeunesse. Et là, moi, j'ai retravaillé, je me suis replongée à rebours dans tous ces livres, parce il a sorti avec les Midis de la Poésie un bel essai, justement, où il interroge la porosité, les frontières, et justement en la faisant éclater entre la poésie de jeunesse et la poésie pour adultes, en redisant que justement, il n'y a pas de frontières entre les deux. Donc, je trouve qu'il est, et puis c'est quelqu'un, et je pense que ça vaut pour nous tous, de s'entourer de personnes très généreuses, de personnes qui nous souhaitent le meilleur. Ouais. L'écriture, c'est un acte très solitaire et donc on est tout seul face à ses feuilles, face à son ordinateur, face à tout ce qu'on produit et juste avoir à un moment un regard auquel se confronter. Et pour moi, un bon relecteur ou un bon animateur d'atelier, c'est vraiment quelqu'un juste qui pose des questions et qui nous amène à nous poser des questions sur ce qu'on est en train de dire, d'écrire, de faire. Et donc, je pense que c'est indispensable pour progresser, que ce soit sur scène ou que ce soit à l'écrit, mais juste de pouvoir avoir ce regard extérieur et de plus être tout seul dans sa chambre face à ce qu'on est en train de faire. Ouais, je Oui, trouve qu'on excuse-moi. on n'arrête jamais d'apprendre à écrire. Et moi, une personne qui m'inspire beaucoup au niveau de l'écriture, c'est Théa. Et elle m'en apprend tous les jours et je sais pas, elle m'épate tout le temps. Je trouve que tout le temps, elle me sort des pirouettes littéraires. Je sais même pas comment elle a fait. Et, voilà, je trouve ça hyper impressionnant. Donc, Théa, c'est ton binôme dans le duo Z&T, donc Ouais, une sœur de scène. ouais. Ok. Marie, toi, tu as fait partie aussi d'ateliers récemment? Beaucoup, j'adore. C'est parce que je trouve que c'est aussi, comme Zouz, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc moi, je suis friand à mort de tout ce qui est atelier, etc. Toujours se former, toujours se renseigner, se réformer et se déconstruire et se reconstruire. Je trouve ça un travail hyper intéressant. Mais en plus, moi, j'ai vraiment l'impression que dans la continuité de ce qui se passe en Scène Slam, c'est un espace d'ouverture au monde incroyable en fait. Parce que c'est peut-être un des derniers espaces là maintenant en plus, en l'occurrence, où on se rencontre sans masque. Donc, parce qu'on ne connaît pas les personnes, on ne se présente pas spécialement plus que ça. Et pam, on a accès directement à l'intérieur des personnes et donc à tous leurs univers. Et du coup, moi, ça me crée des univers à moi-même qui font résonance ou qui reviennent. Ou qui, je trouve que c'est un espace d'authenticité extraordinaire. C'était un atelier qui était donné par Lisette, le dernier, et Joël Sambi pour des femmes racisées, je crois. C'est ça? J'ai fait celui-là, mais j'en fais aussi tout plein d'autres. Avec Peter Kommel aussi, j'ai pris vraiment tout ce qui passait. J'ai répondu à tout. J'avais peur qu'après l'édition, mon écriture soit finie. Ça y est, j'ai tout jeté. Donc voilà, je m'inscris à tout partout. Mais il y en a plein des ateliers. Et comme disait aussi Jérémy, souvent c'est gratuit. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet vraiment de voir des gens qui n'ont peut-être pas accès à ça d'habitude. Et gratuit, quand je dis gratuit, c'est pas ne pas payer la personne qui fait l'atelier, parfois c'est pris en charge par des associations et du coup c'est gratuit pour les gens, mais les personnes sont rémunérées derrière. Et non, et c'est vraiment, pour moi c'est extraordinaire, c'est un dernier espace de liberté. Merci. Mélissa, tu veux clôturer ou est-ce que… Moi, ce que je voudrais, si vous pouvez chacun prendre le temps de nous donner vos réseaux, qu'on puisse savoir où vous suivre. Parce que on va aussi de toute façon, on a mis le lien dans la discussion du live, de l'événement, on a mis les liens de vos livres pour pouvoir les acheter en ligne. On va aussi dire où est-ce qu'ils peuvent les trouver physiquement, mais où est-ce que les gens peuvent vous suivre? Facebook, Instagram, YouTube, vous êtes où? Qui veut commencer? Marie? Vous êtes plutôt sur où est-ce qu'on peut vous lire est-ce qu'on peut vous commander? Comment on fait pour vous commander un bouquin? Comment ça se passe? Moi, pour me commander, il faut aller sur le site de Maelstrom, www.maelstrom-evolution.org. J'ai mis tous les liens dans la discussion. Ça veut bien. Ok, je suis sur Facebook, Marie Dara, en fan page, Instagram, Marie Dara Slam.
si des Bruxellois ont envie de me rencontrer, je vais aussi dans les boîtes aux lettres porter mon livre à ceux que ça intéresse. Je trouve que c'est original et je joue au Père Noël tout l'hiver. Voilà, donc il faut me voir et m'envoyer un message. Et peut-être que si ça se fait, je passe et on se rencontre et on parle et c'est super. Et pour moi, c'est tout. Moi, j'aurais dû te demander alors, parce que moi, je l'ai acheté bêtement dans une librairie. Lisette, est-ce qu'on peut te suivre? Ton livre dans toutes les bonnes librairies qui se respectent. Et moi, c'est Lisette Lombé sur la page, sur le site, sur Instagram. Comme Marie, tout ce qui est Malmström, l'Herbe à Parole, il y a la boutique, il y a le site, la Maison de la Poésie d'Amer, un nouveau site aussi. Enfin, tout ça est commandable. Et pour Brûler, ça, c'est plus largement diffusé. Donc, en théorie, c'est dans toutes les librairies. Puisque les librairies sont encore ouvertes, profitons-en. Exactement. D'ailleurs, pour les livres Malmström, la librairie, elle est à Chaussée-d'Ouavre, au numéro 364 à Etterbeek. Pour ceux qui ne veulent pas commander par Internet, ou alors vous pouvez de toute façon vous adresser directement aux slammers via DM et leur demander. Mais bon, il y a plein d'opportunités, plein de façons différentes de se le procurer, donc c'est assez sympa. Joya, comment tu fais pour commander ton bouquin? Oui, moi c'est Joy Slam sur les réseaux, joyslampoesie.com mon site. Après je commence à reprendre petit à petit ma vraie identité et mon vrai nom comme pour Ensauvagement, Joya Kayaga. Voilà, c'était un peu difficile à dire Joya, donc ça m'a fait changer pour Joy, mais petit à petit j'ai envie de pouvoir l'assumer. Et puis aussi parce qu'on m'a appelée Madame Slam un jour, donc je me suis dit que Joy Slam, ça portait peut-être à confusion pour certains qui pensent que Slam est mon nom de famille. Donc voilà, envie d'être voilà pleinement moi. Mais j'encourage aussi vraiment, en tout cas, on peut le trouver sur le site de Malmström évidemment, mais à passer à la boutique parce que c'est vraiment voilà, je pense que c'est la plus petite librairie de Bruxelles. Il y a de la poésie du sol au plafond et il y a plein de belles choses. Et souvent en poésie, moi en tout cas c'était mon cas, on lit quelques auteurs très connus ou des classiques un petit peu à l'école ou à l'université, mais on connaît pas vraiment la poésie. Et donc moi je savais pas ce que j'aimais. Je savais pas quel genre de poète lire ou quel genre de poésie je pouvais apprécier. Et j'ai été vraiment conseillée chez Malmström en leur disant quels étaient mes centres d'intérêt, quel genre de poète je pouvais aimer. Et tout de suite, on vous dirige et on vous conseille. Et ça, c'est vraiment précieux. Et ça se trouve pas, ce genre de conseils et d'écoute, ça se trouve pas sur Internet. Jérémy, pareil, la même adresse? Ouais, la même adresse, hein, Malmström. D'ailleurs, j'y suis demain entre 15h et 17h. C'est pas une blague. Si vous voulez Voilà, passer, j'y serai. Ça ça fait c'est longtemps la que j'y vraie suis allé, info. j'avais envie. Sinon, sur Charleroi, moi, je peux vous apporter aussi mon petit recueil. Vous pouvez me le commander. Je vous l'envoie avec un petit mot doux. Et alors voilà. Puis sur Facebook, quoi, Jérémy Tholomé. Si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. Et Zouz, toi, on va attendre encore un peu, mais c'est une attente un peu insupportable maintenant. C'est un suspense insupportable. Et on peut faire des précommandes, comment ça se passe? Je sais pas, je sais pas encore. Mais sinon, pour rester à l'affût, c'est Zouz Slam sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà. Bon, super. Restons tous à l'affût de ce que chacun va produire dans les mois qui viennent ou les années. Merci à toutes, à tous. Et puis, on lâche rien.